Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Je suis particulièrement heureux de vous retrouver pour ce numéro exceptionnel puisque l'invité que l'on reçoit, c'est la 3e fois qu'il vient ici sur cette banquette orange. Donc inutile de vous dire qu'on l'apprécie particulièrement. Alors c'est bien un incorrectible puisqu'il est plus que jamais attaqué. On est particulièrement heureux de le recevoir à nouveau. C'est le plus célèbre des complotistes. Bonsoir Christian Perron. Bonsoir Eric. Ça vous va comme définition? Tout le monde vous connaît, donc je me suis dit le plus célèbre des complotistes, c'était ce qu'il y avait de plus simple. Les complotistes, en fait, c'est les éveillés, donc je suis très fier d'être un complotiste et un éveillé. Bon, alors on va pas vous représenter puisqu'on l'a déjà fait à de multiples reprises et puis tout le monde vous connaît. Cher Christian Perron, d'abord, comment allez-vous? Je vais très bien. Je suis retraité depuis 2 ans, mais j'ai jamais autant bossé parce que j'ai fait beaucoup de publications scientifiques avec des collègues de top niveau pour dénoncer tous les mensonges qu'il y avait même dans les publications médicales, parce que dans les grands journaux, beaucoup de publications sont soit frauduleuses, soit avec des données falsifiées pour essayer de tenir une espèce de définition officielle de la science qui tient plus debout. Donc voilà, donc j'ai beaucoup travaillé sur les publications. J'en suis à 14 publications scientifiques sur le Covid depuis le début de la crise. Et puis je suis invité partout en France, à l'étranger. Donc j'ai une vie de retraité qui est très passionnante et je vais au contact des gens partout en France et c'est superbe. Et très bien rempli finalement. Ah oui, très bien rempli, là, je chôme pas là. Le fait justement d'être retraité, professeur Christian Perron, est-ce que ça vous a aidé à prendre les positions que vous avez défendues depuis 2020 ? De manière générale, le fait d'être retraité, est-ce que ça vous aide à libérer votre parole? C'est vrai que si j'avais été plus jeune, ça aurait été plus difficile pour moi de l'ouvrir. Mais comme j'étais en fin de carrière, je n'avais plus aucune gêne pour exprimer ce que je ressentais au plus profond de moi-même. D'un point de vue éthique, la médecine n'est plus ce qu'elle était, malheureusement. Et donc ça m'a donné beaucoup de liberté. Et je continuerai. Justement, vous parliez de publication et de votre activité en tant que retraité. Le fait justement d'être retraité, avec le recul, ce travail de chercheur et de médecin, on va dire, plus qu'actif quand vous étiez quand vous n'étiez pas à la retraite, est-ce que ça ne vous manque pas trop? Non, parce que moi je travaillais à l'hôpital, j'étais très fier de travailler à l'assistance publique hôpitaux de Paris. J'étais 26 ans chef de service d'un grand département de maladies infectieuses et tropicales dans un hôpital universitaire qui dépendait de l'assistance publique. Et avant d'être chef de service, je travaillais à l'assistance publique déjà comme étudiant dans les années 70, interne puis assistant dans les années 80. Donc c'était une très belle institution, l'assistance publique, très noble. C'était le plus gros groupe hospitalier quasiment en Europe, avec de vraies valeurs. Et maintenant, tout en train de se casser la figure. De toute façon, l'hôpital public, on voit bien qu'ils veulent sa démolition. Tous les budgets sont coupés. Moi, je suis encore en contact avec des collègues ou des infirmières. C'est horrible ce qui se passe aujourd'hui. Il y a plus de personnel, tout le monde est en épuisement total. On meurt aux urgences aujourd'hui à Paris régulièrement. Avant, on attendait quelquefois 3-4 heures aux heures de pointe. Maintenant, on peut attendre 3-4 jours sans manger, sans boire, sans pouvoir aller aux toilettes pour les gens qui sont handicapés sur un brancard et mourir d'un problème cardiaque parce que on n'a pas eu la chance de voir un médecin. Même les gens du SAMU disent qu'ils n'arrivent plus à répondre à toutes les demandes parce qu'il n'y a plus assez de régulateurs, il n'y a plus assez de personnel. Et ça, on ne peut pas me dire que ce n'est pas volontaire. Parce qu'avec 1 milliard, on pourrait construire plusieurs hôpitaux, payer des infirmières, des médecins pendant 20 ans. Mais les milliards, ils coulent à flot pour les médias aux ordres, ils coulent à flot pour les cabinets de conseil comme McKinsey, ils coulent à flot pour l'Ukraine. Et puis, on voit le ministre qui veut maintenant dire qu'il faut faire des dizaines de milliards d'économies sur le dos des Français, et pendant qu'ils sont en train d'assassiner la médecine. Donc moi, ça me révolte profondément parce que l'OMS avait déclaré la médecine française en l'an 2000 comme étant la meilleure du monde. On était très fiers à l'époque. Et maintenant, la médecine française est tombée dans le caniveau. C'est très triste. Moi, je suis en rage de voir ça et je me battrai pour qu'on puisse restaurer une vraie médecine dans notre pays. Alors, cher Christian Perron, avant d'aborder une lettre qui a fait l'actualité ces dernières semaines, je vous propose quand même de continuer à parler un petit peu de ce bilan et du passé. Quel bilan, justement, vous faites aujourd'hui de la lutte contre la folie covidienne et contre la vaccination ?
Alors, en plus, je n'étais pas du tout anti-vaccin parce que j'ai été président du comité technique des vaccinations. Pendant 15 ans, j'ai présidé des commissions autour du ministère de la Santé c'est bien de le rappeler, pour les conseiller en cas de crise sanitaire, en cas d'épidémie, pour les problèmes vaccinaux. J'étais vice-président à l'OMS du groupe d'experts pour les vaccins pour la région Europe de l'OMS. C'est une très grande Europe, hein. Ce n'est pas que l'Union européenne, c'est les pays d'Europe du Nord et de l'Est qui ne sont pas dans l'Union européenne, c'est toute la Russie. Donc maintenant, c'est curieux de savoir que la Russie fait partie intégrante de l'Europe de l'OMS, les républiques russophones d'Asie centrale, la Turquie et même Israël. Donc voilà, j'étais vice-président de tout ça pendant plusieurs années. J'ai animé pendant des journées entières des réunions d'experts de la vaccination où il y avait des centaines de pays représentés. Donc je connais parfaitement ce domaine du vaccin et tout ça de l'intérieur. Mais là, ce qu'on nous a sorti avec le Covid-19, ça n'avait rien à voir avec un vaccin. C'était un produit expérimental ARN messager qui maintenant s'avère être totalement inefficace. C'est reconnu officiellement qu'il n'y a eu aucun effet sur la transmission, alors qu'on a suspendu les soignants, soi-disant, parce que ça protégeait de la transmission. Après, on a dit oui, mais ça protège quand même contre les formes graves, c'est totalement faux. On a la preuve aujourd'hui que ça aggrave les formes graves et que ça augmente les risques et augmente le risque de mortalité. Et maintenant, ce qui est affolant, c'est qu'il y a une augmentation très importante de la mortalité dans tous les pays qui ont inoculé, une chute de la fertilité, et on continue à nous dire, on ne sait pas d'où ça vient. C'est le réchauffement climatique, c'est je ne sais pas quelle lubie. Alors, mais c'est extrêmement grave, hein, ce qui se passe aujourd'hui, mais où je suis très optimiste. Je rends hommage à tous ces morts, malheureusement, soit du virus qui est sorti d'un laboratoire, soit des injections, parce que c'est dramatique, il y a eu des millions de morts dans le monde. Il faut leur rendre hommage à leur famille, mais ils ne pourront pas cacher tout ça, tous ces morts sous le tapis éternellement. Donc c'est en train de leur péter à la figure. C'est pour ça qu'ils sont un peu aux abois aujourd'hui, qu'ils passent en urgence des lois pour tout censurer. Un médecin n'a plus le droit d'avoir un avis divergent. Les naturopathes vont être condamnés à la prison. Même vous vous rendez compte des projets de loi pour faire de la délation dans la sphère privée. Ça, si en privé, je vous dis quelque chose ou à table et qu'il y en a qui ne sont pas d'accord, ils peuvent appeler. Et c'est écrit dans le texte que je peux être mis en examen parce que j'ai tenu un discours qui n'était pas conforme à ce que souhaitaient les autorités. Et maintenant, il y a un nouveau projet de loi. On n'aura plus le droit de critiquer un membre du gouvernement sans être attaqué. Donc, pour moi, c'est une tyrannie terrible. Alors, comme ça se fait par petites touches, les Français ne le voient pas. Comme les médias principaux, les gens regardent les télés nationales le soir, ils sont un peu endormis, hypnotisés. Ils ne voient pas ce qui se passe en dessous. D'ailleurs, beaucoup de votes ont lieu en soirée. Oui, tout à fait. Concernant justement ces textes dont vous parliez, c'est fait un petit peu en catimini. Oui, parce que quand il y a vu le problème, parce que je crois que l'Assemblée nationale avait voté le fameux article 4 et 4 tout ça. des dérives sectaires. C'était déjà l'été dernier. Le Sénat avait rejeté, c'est repassé à l'Assemblée, ça a été rejeté encore. Première fois, le texte le jour même, ils ont attendu que tous les députés reprennent le train, l'avion pour retourner dans leur circonscription. Ils ont convoqué tous leurs copains la nuit pour passer le vote. Après, le Sénat, de nouveau, a retoqué un peu. Mais là, malheureusement, j'ai appris qu'il y a quelques jours, il est passé. Et ça, c'est dramatique. Alors, le seul dernier rempart pourrait être le Conseil constitutionnel, mais là, je suis très pessimiste parce que ce qui est très dommageable pour notre démocratie, je vois depuis cette crise, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel ont passé leur temps à valider des lois illégales. Comme l'obligation d'inoculation d'un produit expérimental, c'était totalement illégal dans les traités internationaux, mais ils ont accepté. Donc je ne me fais pas beaucoup d'illusions. Mais les Français sont de plus en plus éveillés, c'est ça qui me rassure beaucoup. Oui, enfin de plus en plus éveillés, justement, avec le recul une fois encore, quand vous voyez, je le disais, cette folie covidienne, est-ce que vous n'avez pas la sensation que finalement c'est un échec et que tout ça, finalement, avec le recul, est passé comme une lettre à la poste? C'est passé comme une lettre à la poste, mais maintenant ça passe plus. J'en suis convaincu. Je le vois maintenant. Bon, il y a déjà depuis le début de la crise, j'étais reconnu de temps en temps dans la rue. Maintenant, je suis reconnu tous les jours, même en venant tout à l'heure. Là, j'étais reconnu, même à l'étranger, en Suisse, en Belgique, au Québec. Alors, surtout les pays francophones, bien sûr. Et les gens ont tous des discours hyper chaleureux. Même maintenant, les policiers dans la rue me soutiennent. L'autre jour, il y avait un cordon de police, qu'il y avait quelques agriculteurs en colère. Bon, c'était pas une grosse manif, mais quand ils m'ont vu, ils sont tous mis au garde à vous. Ils m'ont dit respect. Ils m'ont dit, ça, dans la police, la plupart vous admirent pour votre combat.
vous soutenez les vraies valeurs de la France, et nous, on s'est engagés dans la police parce que, bon, à part quelques fêlés dans la police qui sont là pour tabasser, mais heureusement, c'est une minorité. Le policier de base, c'est un Français moyen ou une Française moyenne de base qui s'est engagé pour venir au secours de son prochain. Ils avaient plutôt une vision noble de la médecine. Vous avez vu ce qui s'est passé à Bordeaux, d'ailleurs, en hommage à ce policier. Et donc, moi, je salue beaucoup ces policiers, mais maintenant, le fait quand je les croise dans la rue, qui me rendent hommage, ça me fait très plaisir. Je me dis, heureusement, beaucoup de gens sont éveillés et tout n'est pas pourri dans la France, au contraire. Et je pense qu'ils sont allés tellement loin dans les mesures d'interdiction, de soumission, tout ça, que les gens commencent à en avoir ras la casquette. Mais vous ne trouvez pas quand même que les Français ont fait preuve d'une docilité étonnante? Ah, tout à fait. Mais c'est normal, c'était le principe, parce qu'ils ont utilisé les techniques de Goebbels et des nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça avait information, désinformation, peur, tout le temps la peur, la peur, la peur. Tous les soirs, on leur disait qu'ils allaient tous mourir. C'est le dernier ressort des gouvernements aujourd'hui, la peur, justement? Oui, la peur, c'était justement les nazis qui l'avaient dit pendant le procès de Nuremberg. On avait demandé, je ne sais plus si c'était Göring ou un autre dignitaire nazi, comment vous avez fait pour avoir la soumission du peuple allemand? Et il a dit, c'est très simple, il suffit de leur faire peur. Et c'est ce qu'on est en train de nous faire aujourd'hui. Alors c'est plus soft que peut-être du temps des nazis. C'est toujours l'image, vous savez, c'est l'image de la grenouille. Si on plonge une grenouille d'emblée dans de l'eau bouillante, elle saute et elle s'échappe. Si on la met dans l'eau tiède et qu'on augmente tout doucement la température, au début elle est bien, elle dit tiens il fait chaud, c'est sympa. Puis après quand elle réagit qu'elle est en train de cuire, elle n'a plus l'énergie pour sortir de la casserole et elle meurt. Et c'est ce qu'on nous fait le coup de la grenouille, c'est par petites touches. Si un an avant la crise du Covid, on nous avait dit l'année prochaine vous serez enfermés, vous ne pourrez plus sortir, vous ne pourrez plus prendre le train, l'avion, vous serez obligés d'avoir des injections pour faire n'importe quoi dans la vie courante. Les gens ont dit mais ça ne va pas la tête, t'es complotiste, c'est n'importe quoi. Et finalement quand c'est arrivé comme ça, tout le monde s'est couché à dire oui, heureusement que Macron est là pour nous sauver. Alors qu'on voit que l'épidémie n'avait pas été plus grave qu'une épidémie de grippe certaines années, sauf malheureusement pour les victimes, c'était surtout des personnes très âgées avec des facteurs de risque. On aurait d'ailleurs pu totalement traiter avec les traitements précoces. Maintenant, qu'on ose dire que les traitements précoces ne marchaient pas, c'est encore un grand scandale scientifique, parce qu'il y a toutes les preuves maintenant. Et en revanche, on voit les morts qui arrivent depuis l'inoculation obligatoire. Et ça, de toute façon, ils devront rendre des comptes devant la justice un jour ou l'autre. C'est pas possible de cacher ça éternellement. Surtout quand on voit que ça sort dans les autres pays. Regardez ce qui se passe en Allemagne depuis très peu de temps. Tous les médias allemands ne couvrent que ça. Parce qu'ils ont découvert, alors c'est grâce à des journalistes allemands, ils ont découvert que le ministère de la Santé allemand, l'Institut Robert Koch, qui est un peu l'équivalent de l'Institut Pasteur pour la France, ils savaient très bien que toutes les mesures qu'ils allaient prendre étaient inefficaces et nocives. Ils le savaient. Maintenant, c'est sorti publiquement en Allemagne. C'est un énorme scandale. Donc pour l'instant, les médias français n'en parlent pas. C'est comme ça. En Angleterre, ça commence à sortir. Là, il y a un des grands laboratoires fabricant de pseudo-vaccins est mis sur la sellette en disant « mais vous avez menti au peuple britannique ». Donc voilà, quand on a déjà l'Allemagne, des médias majeurs en Allemagne, en Grande-Bretagne qui commencent à s'exciter, là ça me rend optimiste, parce que je dis là, on sait que les médias français, c'est Macron lui-même qui l'avait dit, je crois que les 2 premières années du Covid, il avait donné 3 milliards, c'est lui qui l'avait dit en 3 enveloppes, après depuis il n'en parle plus, s'il ne veut plus, il l'a camouflé, mais je pense qu'ils en ont encore reçu après. Quand on a reçu de telles sommes d'argent pour une dizaine de médias, évidemment, on est la voix de son maître. Et on camoufle tout ça en disant non, mais c'est des fausses nouvelles, etc. Non, ce n'est pas des fausses nouvelles, tout ça est vrai, est en train d'éclater. Et c'est pour ça que je suis quand même confiant, parce qu'on a tellement menti aux Français, on les a tellement manipulés que ça va exploser. Est-ce que vous ne trouvez pas justement qu'on voit à peu près le même schéma du Covid-19 se reproduire avec la guerre en Ukraine? Oui, mais que ce soit à travers les fameux experts de plateau, même à travers la soumission médiatique qui commence aujourd'hui à appeler explicitement à la guerre contre la Russie. Tout ça, on voit que le Covid, les maladies infectieuses, c'était un premier prétexte. Il y a peut-être eu des coups d'essai avant. Moi, avant, j'étais naïf. Moi, je pense que la pandémie H1N1, des gens peuvent se poser des questions. Le premier SRAS de la chauve-souris en Chine, il y a des années.
Bon, à l'époque, je croyais à tout ça. Maintenant, je suis de plus en plus méfiant. Mais on voit bien que le Covid, alors là, on est sûr, il y a toutes les preuves que c'était prévu à l'avance. C'était un premier test de soumission. Et après, ils essaient par d'autres moyens. Donc, il y a la guerre, il y a le terrorisme, il y a le réchauffement, soi-disant réchauffement climatique. Tout ça pour justifier une restriction toujours plus grande des pour justifier le contrôle des populations. C'est ça leur obsession. Hein, Vous avez une opinion sur ce conflit, justement, la guerre en Ukraine ? La guerre en Ukraine, quand on regarde avec le recul, les Ukrainiens, c'est quand même un régime qui est quand même néo-nazi, qui a persécuté des Russes, parce que l'Ukraine a toujours fait partie de l'Empire russe. C'était les communistes, les bolcheviks qui avaient séparé ça de façon un peu artificielle, mais il y a toute une partie de l'Ukraine qui est habitée par des Russes. Ils ont été persécutés, comme il y a eu beaucoup de morts pendant des années, personne n'en a parlé. Et les Russes n'ont fait qu'aller protéger leur population qui était attaquée depuis des années. Et il y avait le non-respect des accords de Minsk avec Hollande et tout ça. D'ailleurs, on ne le rappelle pas assez, ça. Et que ce sont les Occidentaux, l'OTAN, qui n'a pas respecté les accords de Minsk. Les Russes avaient dit « OK, on vous laisse tranquille de ce côté-là, mais vous vous engagez à ne pas mettre de nouvelles bases de l'OTAN près de nos frontières. » Et les autres ont fait tout le contraire. Et après, ils crient au loup quand Poutine se fâche. Voilà, donc... c'est un dictateur pour vous, Poutine, ou pas ? Poutine, moi, je ne l'aimais pas trop il y a quelques années parce que j'avais l'image du dictateur terrible. Mais moi, je suis allé en Russie en vacances, en famille, juste avant le Covid, par hasard. J'avais connu la Russie après la chute de l'URSS, que j'étais invité, comme j'étais un des spécialistes en France de la tuberculose, que je travaillais à l'Institut Pasteur à Paris. J'avais été invité plusieurs fois à l'Institut Pasteur de Saint-Pétersbourg, à plusieurs années d'intervalle. Et la première fois que j'étais allé après la chute de l'URSS, c'était terrible. Ils crevaient de faim. Les chercheurs à Pasteur n'avaient pas de quoi bouffer. Les hommes faisaient chauffeur de taxi le soir, les femmes faisaient femmes de ménage. Même il n'y avait plus de chauffage dans une partie de Saint-Pétersbourg. J'ai quand même fait, je me souviens, une présentation orale scientifique devant 100 membres de l'Institut Pasteur de Saint-Pétersbourg. En plus, c'était des doubles fenêtres, parce que en Russie, quand il fait froid l'hiver, il n'y avait pas encore de double vitrage, il y avait des doubles fenêtres complètes. Il n'y avait pas de chauffage, j'avais mon manteau, et quand je parlais devant 100 personnes dans la salle, j'avais de la buée qui sortait de ma bouche. C'est pour vous dire l'état de pauvreté où était la Russie à l'époque. Et après, j'y suis retourné de temps en temps, j'ai vu l'augmentation du niveau de vie, etc. Et là, quand j'y suis retourné juste avant le Covid, j'étais épaté. Maintenant, la Russie est hyper moderne, les gens sont heureux dans la rue, ils rigolent. On a l'impression d'être beaucoup plus décontracté à Moscou qu'on est aujourd'hui à Paris. Une liberté de parole partout. C'est encore une démocratie pour vous ou pas du tout ? Moi, je sais pas, moi je veux pas me prononcer sur les élections là-bas, mais ce qui est sûr, alors ça, mais encore une fois, j'étais pas pro-Poutine à l'époque. Et ce qui m'a scotché, j'ai discuté avec des Russes, avec des Français qui vivaient là-bas, qui avaient créé des entreprises, ils étaient tous totalement admiratif de Poutine en disant il a sauvé notre pays, il l'a développé de façon fantastique. Et ça, il y a un amour profond des Russes pour Poutine. Ça, je l'ai vu, j'en ai le témoignage. Après, ce qu'on raconte dans les médias français... Après, je ne dis pas que Poutine, c'est un enfant de cœur. Moi, je ne suis pas pro-Poutine particulièrement. Mais je dis qu'il a fait beaucoup pour son pays, ça c'est clair. Et puis c'est un homme très cultivé. On a vu son interview avec Tucker Carlson. C'est un gars qui a une profonde connaissance de l'histoire, qui a un amour de son pays, qui se présente aussi en défenseur de la chrétienté au Moyen-Orient, ce que la France... et des valeurs de l'Occident. Depuis François Ier, la France était normalement protectrice des chrétiens du Moyen-Orient. La France a totalement laissé tomber. Voilà, faut reconnaître toutes ces valeurs. Et je pense qu'on a tout intérêt à avoir une bonne entente avec les Russes. Et cette histoire d'Ukraine, quand on voit que l'Ukraine, c'est un des pays les plus corrompus, c'est un trafic de tout ce qu'on veut, et qu'on leur donne des milliards. Pourquoi ? Pour pas grand-chose. Voilà, ce qui me révolte, c'est qu'on leur donne comme ça des dizaines de milliards régulièrement, alors qu'il n'y a plus un sou, soi-disant, pour s'occuper des Français, de la sécurité sociale, des personnes âgées. Et ça, c'est profondément choquant. Pourquoi appeler à la guerre ? On peut trouver très... Et même Poutine... Moi, ce qui m'a frappé quand j'ai revu tout ça, c'est que Poutine, il y a plusieurs années, il voulait rentrer dans l'Union européenne, il voulait faire la grande Europe de façon pacifique de Brest à Vladivostok. Et ce sont les Occidentaux qui l'ont envoyé promener. Donc, c'était pas sa responsabilité à la base. Maintenant, il est diabolisé dans tous les médias, mais
Comment vous expliquez ce parti pris des médias dans cette guerre, justement? Parce que les médias sont aux ordres aujourd'hui, il faut bien voir. Hein, Vous pensez quoi, justement, des propos d'Emmanuel Macron qui laissent entendre que la France pourrait entrer en guerre contre la Russie? Il est complètement inconséquent parce que... Comment vous expliquez ce comportement, on va dire, de manière plus générale? Des officiers supérieurs disent qu'on n'a pas assez d'obus pour tenir 3 semaines et que même maintenant, il y a beaucoup d'armes et les obus ne sont plus produits en France. Macron, et peut-être certains avaient commencé avant, a totalement démoli l'arsenal industriel militaire français. Il a donné nos brevets pour les centrales nucléaires, pour les sous-marins nucléaires à l'Amérique. On n'a plus la capacité d'avoir des armes en quantité suffisante. Donc, et puis quand le général dit on va envoyer 20 000 hommes, les Russes en ont plus d'1 million en face, c'est totalement ridicule. Donc il faut quand même être prudent avant de se lancer comme ça dans des... Et puis tout ça pour appuyer sur un bouton atomique. Alors c'est vrai que si Macron rentre en guerre, pour lui ça l'intéresse beaucoup parce ça annule les élections, c'est état d'urgence, et il est président pour 10 ans pendant la guerre. C'est comme Biden aussi aux États-Unis, ce serait la même chose. Donc. Mais ce sont des fous qui sont prêts à aller jusqu'à la... Parce que Poutine a bien dit, si vous passez la ligne rouge, ce sera la guerre nucléaire. Et ce n'est pas Poutine qui le souhaite. Il dit, arrêtez vos bêtises. Et si on va trop loin, un jour, il y aura un fou qui appuiera sur le bouton atomique. On ne sera plus là sur le canapé orange pour en parler, malheureusement. Mais c'est dramatique. Il faut que les Français se réveillent. Et c'est pas possible. Et je sais que dans l'armée, d'ailleurs, beaucoup de gens sont ulcérés par ce qui se passe. Moi, j'avais discuté avec des officiers supérieurs il y a 3 ans. Ils me disaient, mais on a très peu de canons César en France, ils valent des millions d'euros pièce. Et le peu de canons qu'on avait pour défendre la France, ils en ont envoyé une bonne partie en Ukraine. Et ils pleuraient quand ils voyaient qu'au bout de 15 jours, les canons avaient été totalement détruits par l'aviation russe. Tout ça, c'est de l'argent de nos contribuables qui part là-bas en fumée, sans aucune vision politique sérieuse, sans aucune... il faut que les peuples apprennent à s'entendre. D'ailleurs, regardez, on a accusé Poutine. Pourquoi il a reculé devant Kiev? Parce qu'au début, il aurait pu raser l'Ukraine en 8 jours, mais il ne l'a pas fait parce que ça aurait fait des millions de morts. Et les troupes ukrainiennes s'étaient planquées dans le sous-sol des hôpitaux, des écoles, etc. Il a été très prudent parce qu'il ne voulait pas nuire aux populations civiles. Il s'est reculé. Après, il s'est attaqué plus au Donbass en avançant très doucement pour ne pas faire de dégâts civils. Parce qu'on voit souvent qu'il y a des dégâts civils imputés aux Russes qui étaient dus aux Ukrainiens. Et ça, faut lui rendre hommage là-dessus. Il a été extrêmement prudent. Il n'est pas rentré comme en Irak à tuer des millions de gens. En Irak, ils ont tué 400 000 enfants pour prendre le pétrole irakien. Et quand Margaret Albright, la secrétaire d'État américaine, on lui a dit, mais alors, ça vous fait quoi d'avoir tué 400 000 enfants? Elle a dit, oui, mais le jeu en valait la chandelle, quoi. Oui, deux poids, deux mesures. Poutine très prudent, qui ne s'attaque pas aux populations civiles, qui recule quand il voit que ça va faire des dégâts. Je veux dire qu'il témoigne d'un sens politique qui est beaucoup plus fort que malheureusement d'autres dans un passé récent. Hein. Justement, alors pardon de revenir à ma question à laquelle vous n'avez pas répondu, sur Emmanuel Macron, son comportement. Comment vous l'analysez? Je pense que là, pour lui, c'est la façon de pouvoir s'accrocher au pouvoir, de montrer qu'il est très puissant. Il vous paraît sain d'esprit ou pas? Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui commencent à... Il y avait une députée, je ne sais pas si vous avez suivi, qui laissait entendre qu'il y avait peut-être des substances derrière ça. Je ne peux pas le juger là, mais enfin, c'est vrai que ça paraît totalement ridicule quand on pense qu'il est officiellement le chef des armées. Bon, les armées aujourd'hui sont un petit peu en panique en disant mais par qui on est dirigé, quoi. Alors, on en revient à vous, cher Christian Péronne, avec tout le recul que nous avons maintenant. Comment vous expliquez justement la persécution extraordinaire dont vous avez fait l'objet? Parce que je les emmerdais, entre guillemets. Il y en a qui voulaient emmerder les Français. Mais parce que, vous les avez bien emmerdés en fait. Parce que, en fait, j'avais un tel CV, je ne dis pas ça pour me jeter des fleurs, mais c'est vrai que comme j'étais président de tout pendant 15 ans, y compris à l'international, que je les connaissais tous. Jean-François Delfrécy, le chef du président du comité scientifique, conseil scientifique à l'Élysée, je l'ai connu interne. Jérôme Salomon, le directeur général de la santé qui comptait les morts. J'ai jamais entendu parler d'eux, hein, d'ailleurs.
Ben, là, ils sont un peu planqués pour l'instant, mais Jérôme Salomon, je l'ai connu interne, je l'ai nommé professeur dans mon service, donc je les connais tous intimement depuis des années, je connais tout le fonctionnement de l'intérieur. J'ai pu dénoncer que le Haut Conseil de la Santé publique n'avait pas pris des avis selon les règles officielles et que c'était illégal. Tout ça, je l'ai dit avec des preuves à chaque fois. Et à chaque fois, quand je dis quelque chose, j'ai toujours les preuves. Vous savez, là, quand j'ai sorti mon premier livre sur le Covid chez Albin Michel, là, c'était en juin 2020, alors, évidemment, tous les journalistes aux ordres, les fact-checkers ont dit oh, Péronne, il est foutu, il diffame tout le monde, il va aller en prison, il raconte des bêtises. Et je sais que mes opposants, mais il y a des cabinets d'avocats, plusieurs cabinets d'avocats sur mes livres, ils n'ont jamais trouvé un seul mot où ils pouvaient m'attaquer. Parce que chaque fois que je disais quelque chose, je citais. Quand je disais que On vous a même taxé d'antisémite, je crois. Ah oui, mais ça c'est. Alors ça c'était un jeune médecin de l'hôpital Bichat qui était interne à l'époque, qui a fait une pétition nationale à l'été 2020 pour que je sois radié par le Conseil d'ordre. Il était interne quand même, qui m'a diffamé plein de fois sur Twitter, qui a même fait croire qu'à cause de moi, il avait reçu des menaces de mort, alors que j'ai pu apporter la preuve au Conseil de l'ordre qu'il les avait reçues bien avant que je le connaisse, mais il a voulu me faire porter le chapeau. D'ailleurs, c'est à cause de ça que Martin Hirsch, le directeur de l'assistance publique, en partie m'a radié de ma fonction de chef de service, en disant « Vous êtes responsable de menaces de mort contre un jeune collègue, donc vous êtes indigne de diriger un service. » Comme ça a été très loin. Et après, ce jeune médecin, quelques mois après, a écrit au Conseil de l'ordre à Paris pour dire que je l'attaquais. Alors que je n'ai jamais attaqué à titre personnel. Moi, j'avais du respect pour ce gars-là. Il avait le droit d'avoir ses idées. Je l'ai attaqué sur ses publications, qui pour moi n'étaient pas bonnes. J'ai quand même le droit, en tant que professeur des universités, de donner un avis scientifique sur une publication. Ce n'est pas pour ça que je diffame quelqu'un. Alors, il était très vexé. Puis, il a dit au Conseil de l'ordre, Péronne m'attaque, c'est parce que je suis juif, et donc Péronne est antisémite. Alors là, j'ai hurlé. Et en plus, ça tombait très bien parce que il se trouvait que c'était un peu par hasard, il y avait un médecin français qui a émigré en Israël, un copain juif que j'avais perdu de vue depuis quelque temps, qui m'avait appelé après la première vague pour dire, tu sais Christian, en Israël, tu es très populaire dans le milieu francophone parce qu'ils suivent toutes tes vidéos, on subit aussi un régime très autoritaire, on en a ras-le-bol, parce que les mesures coercitives ont été encore plus dures en Israël qu'en France, il faut le savoir. Hein. Et j'avais fait des vidéos en live avec Facebook et tout ça, avec beaucoup d'Israéliens qui étaient très nombreux à me suivre. Et d'ailleurs, ils avaient fait une petite vidéo de quelques minutes qu'ils avaient traduite en hébreu, qu'ils avaient envoyée à beaucoup de médecins en Israël pour le 1er mai, c'était en 2021, je crois. Et c'était écrit sur la première page de la vidéo, les amis d'Israël soutiennent le professeur Péronne. Et ça tombait la semaine où je devais répondre au Conseil de l'ordre comme quoi j'étais antisémite. Ça tombait bien. Je leur envoyais la vidéo, j'ai plus entendu parler de l'antisémitisme. Mais ça ressort. Hein. L'année dernière, je suis allé dans les Alpes de Haute-Provence, dans un petit village qui s'appelle l'Aimé. Il y avait un magnifique rassemblement de gens éveillés, proches de la nature. Et dans les grandes chaînes de télé, dans les grands journaux aux ordres, il y avait des articles pour dire « Attention, un très dangereux rassemblement de terroristes d'extrême droite antisémites dans les Alpes de Haute-Provence ». Ils avaient même fait une interview avec le maire du village qui était un peu paniqué, qui ne comprenait pas ce qui se passait. Et même, ce qui était drôle, c'est que les habitants du village, je ne sais pas, le boulanger, l'épicier, le gars du bistrot, moi, j'y avais pas été, mais des gens qui étaient participés au congrès étaient allés là-bas. Et ils m'ont dit, ils étaient paniqués, mais vous participez à ce rassemblement de terroristes. Donc, j'ai jamais vu un rassemblement aussi merveilleux, pacifique, et on nous a taxés d'antisémites, encore une fois. Et ça ressort régulièrement. Je crois qu'antisémitisme, c'est un truc qui ne veut rien dire, qui ressortent à chaque extrême droite. Mais justement, une petite parenthèse là, parce que, bon, on va évidemment pas s'étendre là-dessus, parce que ces guignols le méritent même pas, mais justement, vous savez, toute cette clique de fact-checkers qui a été un petit peu sur le devant de la scène cette semaine, parce que il y a Nicolas Dupont-Aignan, il faut lui rendre hommage quand même, il y en a pas beaucoup d'hommes politiques qui prennent à bras-le-corps quand même ce scandale, hein, puisqu'on peut le dire véritablement, ce scandale d'État, on peut le dire, du financement de ces associations qui sous couvert de faire du fact-checking, sont finalement on peut dire des instruments de propagande. Enfin, qu'est-ce que vous en avez pensé justement et là, il crie haro sur. Ils sont pas nombreux, c'est une toute petite poignée, ces fameux fact-checkers, là, ces redresseurs de fait. Là, il y avait le fameux Antoine Daoust. Alors, moi, je le connaissais pas spécialement, je sais qu'il m'avait attaqué.
J'avais vu la vidéo où sa femme, qui était un peu, je sais pas, il a pas eu un comportement correct avec sa femme, s'était un peu vengé en faisant une vidéo pour dévoiler tous ses secrets. J'étais très fier parce que j'avais appris que pour son mari, j'étais sur la liste des 4 personnes à abattre en priorité. Il y avait Raoult, il y avait je ne sais plus qui, puis j'étais dans la bande des 4. Je me dis, tiens, si je suis dans la bande des 4, c'est bien. C'était un honneur pour moi. Et puis, bon, beaucoup de choses ont été dévoilées sur ce qu'il faisait. D'ailleurs, son site Fact and Furious, je crois, a disparu. Maintenant, il est mis en examen pour d'autres choses. Voilà, pour les autres fact-checkers, on sait qu'ils ont reçu de l'argent public un peu détourné, de façon, avec des sommes colossales. Et puis, quand on regarde leur CV, bon, ils se disent journalisme, enfin, il n'y a pas une grosse expérience de journalisme. Ils se disent experts, mais beaucoup n'ont aucun diplôme en sciences. Même l'autre jour, parce qu'il y avait un procès où j'étais, il y avait Rudi Reichstadt, on lui a demandé, mais alors, quel est votre CV scientifique? Il a dit, je sais lire et compter. Bon, j'étais ravi. Je crois qu'il était comptable, lui. Peut-être, c'est pour ça qu'il sait compter, mais j'étais ravi d'apprendre qu'il savait lire et compter, ça m'a rassuré. Non, mais tout ça n'est pas... mais comme vous dites, et c'est intéressant parce que je raccroche à ce que vous avez dit juste avant, c'est que ces gens-là, dès que vous avez le malheur de les critiquer, c'est tout de suite facho, extrême droite, complotiste, enfin tous les noms en liste. Et moi, j'ai jamais été d'extrême droite. Avec Stéphane Chatry, il a fait une vidéo avec moi pour dire Christian Perron, est-ce que vous êtes d'extrême droite? Et j'avais beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Alors, est-ce que vous êtes d'extrême droite? Jamais. Moi de tradition, depuis mon adolescence, j'étais centre-droit, disons, j'étais gaulliste au sens large, mais jamais dans les extrêmes, ni l'extrême gauche, ni l'extrême droite. Après, il faut reconnaître que quelques personnalités qui osent dire des choses vraies sont d'extrême droite, pas tous. Il y a Martine Vonner, elle venait pas de l'extrême droite. Il y a Alain Houpert, il y a la sénateur Müller-Braun en Alsace, que je vais en oublier, mais il y a quelques personnalités courageuses qui sont prononcées. Mais c'est vrai que ceux qui, quand même, un peu dans les brancards avec des vérités, c'était Philippot, Asselineau, et puis surtout Nicolas Dupont-Aignan, qui a beaucoup de courage. Et moi, je m'en fous qu'il soit l'étiquette extrême droite. En revanche, alors là, l'extrême droite parce que moi, j'étais pas pour eux de toute façon, mais qui m'a beaucoup déçu, c'est le Rassemblement national, parce que Marine Le Pen, elle s'est couchée sur toute la ligne, comme d'ailleurs Mélenchon de l'autre côté. Hein, il y en a pas un pour acheter l'autre. Hein. Elle n'a jamais défendu les suspendus, elle ne s'est jamais attaquée au vaccin, au pseudo-vaccin. Et puis Bardella, c'est pareil, il est dans la même logique. Pour moi, c'est des gens qui sont alignés sur l'état profond. C'est pas eux qui vont sauver. C'est des fausses. Je crois qu'on nous met en face des fausses oppositions pour promouvoir toujours le même système. Mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un comme Nicolas Dupont-Aignan, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Malheureusement, il n'a pas réussi à percer dans les élections. C'est dommage parce que je pense que c'est quelqu'un qui aime la France et qui s'est toujours battu à l'Assemblée nationale et marginalisé, très attaqué. Il faut respecter tout ce qu'il a fait parce que c'est quelqu'un qui est vraiment sincère. C'est intéressant ce que vous venez de dire parce que justement, vous avez le sentiment que vous n'avez pas eu le soutien de certaines personnalités politiques que vous auriez attendues, quoi. Aucun. Éric Ciotti, au début, il m'avait soutenu un petit peu quand il y avait il voulait que je sois interviewé quand il y avait l'audition publique à l'Assemblée nationale en juillet 2020. Puis après cette commission, quand il y a le remaniement ministériel, la présidente, Mme Bourguignon, est devenue ministre et la commission a disparu du jour au lendemain. C'était bizarre parce qu'ils avaient interviewé Raoult, Martin Hirsch de l'assistance publique, plein de personnes. Ils avaient interviewé Agnès Buzyn, c'est-à-dire là où elle bégayait en disant pourquoi vous avez supprimé la vente libre d'hydroxychloroquine. Ah ben je sais pas trop. Puis elle a demandé à son assistant si elle avait des. Et puis après, comme elle savait pas quoi répondre, elle a dit bah oui parce que finalement si on prend trop de médicaments c'est mauvais. Elle n'avait pas trouvé un seul argument sérieux pour. Et quand la commission, fin juillet, elle a disparu, je pense que Macron, voyant que les conclusions n'allaient pas dans son sens, l'a complètement fait exploser en plein vol. Il n'y a pas un seul journaliste en France qui a dit « Tiens, c'est curieux, il y avait une commission nationale d'enquête sur l'affaire Covid en juillet 2020, elle a disparu, personne n'en parle ». Puis après, il a demandé à Didier Pittet, que je connaissais, un type sympa, mais un professeur d'hygiène
aux hôpitaux universitaires de Genève de faire une commission internationale. Alors Piteux, c'est un gars très prudent. Il a été un peu mi-figue, mi-raisin. Il a fait un peu un rapport sans trop s'engager dans un sens ni dans l'autre. Puis tout ça, ça a été enterré. Mais c'est quand même affligeant qu'on met en place une commission d'investigation officielle. Comme ça n'arrange pas le président, pouf, elle disparaît. Personne n'en parle. Personne. Moi, j'avais espoir dans cette commission. Et puis voilà, tout est comme ça. Avec le recul, Christian Péronne, est-ce que vous ne regrettez pas quand même d'avoir pris parfois certaines positions et de vous être tant exposé justement pendant cette Non, au contraire, non, jamais. Parce que moi, je parle avec... Votre famille, elle a dû en souffrir parfois. Oui, ça n'a pas été facile pour ma famille. Ils avaient peur pour moi de temps en temps. Quelquefois, c'était dur parce que quelquefois, ma famille ne me comprenait pas en disant « non, laisse tomber, t'es complètement fou, tu vas contre... » Ils me voyaient un peu comme David contre Goliath avec ma petite, comment ça s'appelle, là, je ne sais plus le nom, là, mais avec la pierre. Là. Mais je suis très fier parce que, de toute façon, moi, je ne pourrais pas vivre aujourd'hui. Je vois que mon pays est en train de sombrer, qu'on est en train de supprimer toutes nos libertés, qu'on est en train de supprimer tout ton art. Ils suppriment tout en France, l'éducation. On apprend aux jeunes dans les écoles primaires à se masturber, mais pas... en sixième, il y a quand même un cri d'alarme. En sixième, il y a je ne sais pas combien de pourcents des élèves qui ne savent ni lire ni écrire, qui savent pas... Ils savent peut-être un petit peu lire et écrire, mais ils ne savent pas maîtriser la langue ni le calcul. Ils sont en train de supprimer tout. Donc l'éducation, la diplomatie... Même les écoles pour les diplomates là, ont été supprimées par Macron, qui pourra nommer un de ses copains ambassadeur ou je ne sais pas quoi. Ces journées, il a même dit qu'il fallait mieux maintenant ne plus parler avec la Russie. Enfin, voilà. Non, mais ces journées, déjà, on a vu qu'il ne savait pas faire 3 phrases en français sans faire des fautes de français majeurs. Donc, moi, j'avais la plus grande admiration pour le corps diplomatique français, qui était un des meilleurs du monde. C'était reconnu dans le monde entier. Moi, j'ai rencontré des ambassadeurs quand j'étais en mission officielle en Ukraine, en Irak, dans d'autres pays. J'étais en Équateur aussi. Franchement, les ambassadeurs français, c'est des gens extrêmement cultivés qui souvent parlaient la langue du pays, le russe ou l'arabe pour les autres, ou l'espagnol en Amérique du Sud. Ils m'ont impressionné par leur culture, leur savoir-faire. Et le corps diplomatique français était vraiment, à mon avis, le meilleur du monde. Et là, ils sont en train de le détruire. Et puis, comme ils sont en train de détruire l'armée, le potentiel... on a un président qui veut faire la guerre, mais il a coupé tous les fonds à l'armée. Donc on va faire la guerre avec des canons de la guerre de 14. Et puis, non mais ils détruisent tout. Le potentiel industriel est totalement détruit. Tout est parti en Chine. Donc vraiment, et l'agriculture, c'est le plus grand scandale. Comme ils veulent récupérer toutes les terres françaises et supprimer l'agriculture familiale, qui est quand même le fleuron de la France. C'est nos agriculteurs qui ont fait la France. Et avec une agriculture de grande qualité, un élevage de qualité, ils veulent supprimer tout ça pour que ce soit vendu aux grands consortiums mondiaux pour faire de l'agriculture industrielle bourrée de pesticides, d'OGM. Bill Gates, il rêve que de ça. Hein. Il essaie de l'imposer en Afrique. Bon, ça n'a pas toujours été facile pour lui, mais c'est dramatique comment ils démolissent tout de façon systématique. Pour revenir à vous, justement, vous en parliez il y a un instant, vous avez également mené et donc fait l'objet de procédures disciplinaires ou judiciaires. Est-ce que vous avez encore confiance, Christian Péronne, dans la justice de votre pays ? Moi, j'ai confiance et je pense que beaucoup de magistrats sont des gens intègres et tout ça. Simplement, il y en a qui subissent des pressions. Donc, je pense que dans certains cas, ils n'ont pas toujours les coups des franches. Mais, vous pensez qu'il y en a certains qui ont reçu des ordres ? Je peux pas le dire, mais on voit quand même... On a fait 60 plaintes en justice avec l'association Bon Sens, dont je suis le vice-président, et Xavier Zalbert de François est le président, avec des très bons avocats. Sur des dossiers, on avait toutes les preuves. Et la plupart des plaintes ont été classées, mises à la poubelle, sans même être instruites. Donc je me dis, c'est pas normal que notre système judiciaire ne puisse pas instruire correctement les plaintes. Et ça m'inquiète un peu sur le fonctionnement. Tout à l'heure, vous parliez du Rassemblement national, et de Marine Le Pen, de Jordan Bardella. Comment vous expliquez justement que si peu de gens dans le monde public se soient élevés contre les persécutions justement dont vous avez fait l'objet ?
Moi aussi, j'ai quand même eu des soutiens. D'ailleurs, quand il y a eu la grande manifestation, quand j'étais devant la chambre disciplinaire du Conseil de l'ordre de l'Île-de-France, c'était dans le 15e arrondissement, mais après, alors que les rues étaient très étroites autour du Conseil de l'ordre, il y avait comme le matin une haie d'honneur sur plusieurs centaines de mètres pour m'accueillir à la sortie du métro et tout ça. Mais après, comme la police... À Bretagne, je crois. Enfin, non, mais au départ, c'est les petites rues, parce que le Conseil de l'ordre était rue Borromée, là, près du métro volontaire. Et comme il n'y avait pas assez de place, les petites rues étaient très étroites, la police a demandé à ce que la manifestation ait lieu place Breteuil. Voilà. Et là, il y avait 3000 personnes, c'était impressionnant. Moi, je m'y attendais avec pas. Avec cette haie d'honneur. Voilà. Et alors, c'est vrai que là, les seules personnes qui sont prononcées... Oui, mais là, je parle de personnalités, moi, publiques. Non, mais justement, c'est les seuls qui sont venus. Je n'étais pas là parce que moi, j'étais dans le Conseil de l'ordre. C'était Florian Philippot. Oui, voilà, mais à part Florian Philippot... Et Nicolas Dupont-Aignan, que je ne connaissais pas vraiment à ce moment-là, mais j'ai dit, tiens, c'est sympa qu'ils soient venus. Et ce n'est pas parce qu'ils sont d'extrême droite que... Pourquoi les autres ne sont pas venus de l'extrême gauche? Pourquoi les socialistes ne sont pas venus? Pourquoi les républicains ne sont pas venus? Il n'y avait personne. Et pourquoi Marine Le Pen n'est pas venue? Il y avait personne. Parce qu'ils ont tous la trouille. Alors il y a Alain Houpert qui était républicain, qui a le courage de réagir régulièrement. Je lui rends hommage parce qu'il fait un travail fantastique. Un super boulot. Ouais, il a quand même été radié par le Conseil de l'ordre. Martine Vonner, députée, qui est aussi médecin, a été radiée par le Conseil de l'ordre. Alors, on n'a plus le droit de faire son boulot de député, de sénateur, de critiquer. Et on est radié, quoi. C'est plus de la démocratie. C'est terrible ce qui se passe. Alors, justement, là, on parlait de vous, mais vous avez été aussi, on peut le dire, un des plus grands soutiens d'une personnalité qui a également fait l'objet de grandes persécutions médiatiques et politiques. Je pense évidemment au professeur Raoult, qu'on a reçu d'ailleurs ici. Qu'est-ce que vous pensez maintenant, avec le recul, justement, de son évolution? De toute façon, Didier Raoult, c'est un type qui est extrêmement intelligent. Il est reconnu comme un des meilleurs microbiologistes au monde. C'est lui qui a décrit beaucoup de bactéries au cours des dernières années. J'ai beaucoup d'admiration pour lui, son parcours scientifique. Et là, on l'a diabolisé, alors que dès le début, il avait dit la vérité. Sur 25 malades, je ne sais plus le chiffre exact, c'est peut-être cet ordre de grandeur, uniquement sur des données virologiques qui montraient que l'hydroxychloroquine, l'azithromycine faisait chuter la courbe du virus, c'était gagné. Alors, il avait dit, fin de partie, c'est gagné, on a la solution. Il s'est fait assassiner. Bon, maintenant, il a publié avec plus de 30 000 malades. Il faut bien voir quand ils ont sorti l'étude en préimpression. Parce que quand on soumet un article médical, après il y a un processus d'expertise, c'est relu par des experts indépendants, qui éventuellement demandent des modifications dans l'article, qui critiquent certaines choses. Bon, c'est le processus normal, mais quand il y a des situations d'urgence, on peut publier sur une base de données, on appelle ça en anglais en preprint, en préimpression, avant que ce soit définitivement publié. Quand ils ont fait ça, ces assistants qui étaient chefs de service ont eu des menaces. D'ailleurs, certains viennent d'être radiés de l'assistance publique de Marseille, ce qui est totalement honteux. On pensait ces paroles-là. Oui, oui. Et moi, j'ai vécu la même chose quand c'était mai-juin, je ne sais plus quand la date exacte, on a publié notre expérience, parce que nous, quand on a utilisé la chloroquine, l'azithromycine à Garches, on a eu des résultats fantastiques. D'ailleurs, les infirmières, les aides-soignantes disaient c'est fantastique, maintenant on ne passe plus les malades en réanimation, ça marche du tonnerre. Et on l'a publié. Et on s'est pris une volée d'injures, et puis mes jeunes assistants ont reçu des coups de fil de l'assistance publique, du ministère, de tout le monde, des infectiologues, pour dire bon, si tu continues à travailler avec ce charlatan, le charlatan c'était moi, hein, j'en suis fier, mais ta carrière est foutue. Donc évidemment, ils m'ont tous lâché un par un, et c'est des jeunes, je les comprends, je ne leur en veux pas. On a dû retirer l'article en préimpression, et après ils l'ont republié sous une forme très édulcorée qui ne m'allait pas très bien, parce qu'on ne parlait plus trop des morts, mais il ne fallait pas déranger en haut lieu. Donc moi j'avais vécu ça à ma petite échelle, et d'ailleurs c'était à Garches et à Marseille où clairement il y avait le moins de morts en France. Et l'assistance publique de Paris, c'est là où il y avait le plus de morts, même plus que dans le reste de l'Île-de-France. Et la direction de l'assistance publique avait demandé au professeur Côme d'écrire un article pour reprendre toutes les données de tous les autres hôpitaux de la paix, pas moi parce que moi j'étais le vilain canard, mais pour montrer, soi-disant, que la chloroquine ne marchait pas. Et ils avaient publié aussi en préprint, en préimpression. Et puis nous, on avait analysé les données, et puis dans les tableaux, ce
ça m'a fait rire parce que ce qui ressortait, c'est que ceux qui avaient reçu l'hydroxychloroquine ou l'azithromycine, c'est ceux qui s'en sortaient le mieux. Puis ils n'avaient pas fait gaffe en publiant. Puis quand ils s'en sont aperçus, ils ont retiré l'article, ils ne l'ont jamais publié. Donc, il ne faudrait pas se foutre de notre figure quand même à l'époque. Hein. Donc voilà, Raoult, il a dû retirer récemment, il y a quelques mois, là, son article. Mais heureusement, alors d'abord, il a fait 2 choses qui étaient très bien. D'une part, il a mis sa base de données à la disposition de tout le monde, de tous les scientifiques du monde entier, sur un site dont j'ai oublié le nom, mais un site public, on peut accéder, en disant s'il y a d'autres scientifiques dans le monde qui veulent réanalyser mes données, vous êtes les bienvenus. Et puis il a quand même publié son article, cette fois-ci dans un journal, publication définitive. Et c'est là où les foudres se sont abattues sur ses collaborateurs, qui sont punis pour avoir publié des données scientifiques très solides. Alors, moi, avec l'association Bon Sens, on connaît des scientifiques de très haut niveau, parce que moi, je n'ai pas les compétences mathématiques, statistiques pour analyser toutes les données. Il y a Valère Lounas, notamment, qui a fait un travail fantastique d'analyse des données on lui a acheté un ordinateur très puissant pour mouliner les 30 000 données des patients. Et là, ça ressort que clairement, l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, ça marchait super bien. Les résultats sont même meilleurs que ce qu'avait analysé Raoult au départ. Et on en a profité pour analyser les données pour les gens inoculés avec le vaccin expérimental, parmi les 30 000 patients de l'IHU. Et là, ça montre clairement que le vaccin était inefficace et même a aggravé la mortalité ou le risque de faire la maladie. Donc maintenant, il n'y a pas photo. On a publié ces 2 articles récemment. Alors c'est dénigré, c'est pas dans un bon journal. Ah oui, parce que quand on publie dans les très grands journaux comme le Lancet, le New England, maintenant on s'aperçoit que beaucoup d'articles sont faux, même de l'aveu même des rédacteurs en chef. Même déjà avant le Covid, les rédacteurs en chef de ces grands journaux médicaux disaient que leurs journaux étaient soumis dépendaient de l'industrie pharmaceutique et que beaucoup de données étaient fausses. On l'a vu avec le Lancet Gate, c'est ce fameux article totalement inventé sur 90 000 patients qui voulait dénigrer la chloroquine. Donc on n'a pas accès à ces grands journaux parce qu'on est censuré. Donc on est obligé de publier dans des journaux qui ont une cote moins bonne. Mais je m'en fous, moi je préfère publier un bon article scientifique, éthique, fait dans des conditions scientifiques très rigoureuses dans un journal qui n'est pas très coté, que de publier un truc falsifié dans le Lancet. Moi j'ai aucun état d'âme. Hein. Mais on est attaqué. Alors les fact-checkers, c'est des revues prédatrices. Bon, si ça les amuse de parler comme ça, je m'en fous. Moi, je suis un défenseur de la science. Et ce qui m'offusque, c'est que ces gens qui n'ont aucune connaissance scientifique veulent se présenter comme en même temps les défenseurs de la science. Mais ils n'ont pas le centième de mon CV. Ils viennent m'apprendre ce que c'est que la science, ce que c'est qu'un vaccin, ce que c'est que l'hydroxychloroquine. C'est le médicament que j'ai le plus prescrit pendant 20 ans dans la maladie de Lyme chronique. J'en ai prescrit tous les jours. Médicament merveilleux. Il y a quelques effets secondaires très rares, si on sait gérer, il n'y a pas de souci. Mais avoir fait croire du jour au lendemain que c'était un produit toxique, c'était des mensonges éhontés. Alors c'était comme presque une blague. Si vous vous souvenez, Olivier Véran, alors c'était au tout début de l'histoire de la chloroquine, il arrive à la télé, il dit « Ça y est, on a le premier mort de la chloroquine aux États-Unis » Il était sourire jusqu'aux oreilles. Et en fait, si vous vous souvenez, c'était un gars qui n'avait pas pu se faire prescrire la chloroquine par son médecin, qui avait avalé le produit de nettoyage de son aquarium, parce qu'il avait vu chloroquine dessus, puis il y avait plein d'autres produits chimiques toxiques possiblement. Et il avait avalé ça, peut-être avec des doses énormes, plus d'autres produits chimiques dangereux, et il était mort. Et quand vous voyez le ministre de la Santé français qui se vante que ça y est, le premier mort de la chloroquine, ça montre le niveau médical et scientifique, quoi. Faut arrêter, quoi. Je pense qu'il a jamais prescrit, en tout cas pas beaucoup dans sa vie, ce médicament. Moi, encore une fois, je l'ai prescrit à des milliers de malades sur la maladie de Lyme pendant des années, j'ai jamais eu de problème. Alors j'ai géré certains problèmes parce qu'on les connaît, ils sont rares. J'ai jamais eu aucun souci avec ces médicaments. Et quand on veut nous faire avaler n'importe quoi, pour ça, vous me dites pourquoi vous y êtes allé? Parce que j'étais révolté. Je dis c'est pas possible. Il y a des milliards de gens qui ont pris de la chloroquine ou de l'hydroxychloroquine dans le monde pendant des décennies. C'était en vente libre jusqu'au mois de février. Puis comme par hasard, juste avant l'arrivée de la pandémie, on le met sur ordonnance. Puis après, quand c'est prescrit, on l'interdit aux généralistes. On va pas me faire croire que c'est pas de la manipulation. Bien sûr que c'est de la manipulation.
On reste sur le terrain justement des médicaments. Je disais qu'on avait reçu il y a quelques semaines sur ce canapé orange le professeur Raoult justement pour qu'il nous parle de son dernier livre sur les antibiotiques. Quel est votre avis sur ce sujet des antibiotiques pour lequel justement le professeur Raoult dénonce une mainmise absolue de l'industrie pharmaceutique? Alors, les antibiotiques, c'est d'excellents médicaments. Alors, il y en a qui marchent toujours très bien, mais ils ne coûtent plus rien parce qu'ils sont tombés dans le domaine public, ils sont génériqués. Donc, on est tout le temps en rupture de stock, comme l'amoxicilline, le fameux Clamoxyl, ou il y en a d'autres malheureusement. Parce que quand un médicament ne rapporte plus, on essaie de lui tordre le cou pour vendre des trucs beaucoup plus chers. Après, les antibiotiques, il faut être prudent dans leur utilisation. Si on les utilise un peu n'importe comment, ça sélectionne des résistances, et j'en suis conscient. Donc c'est très bien qu'on encadre un petit peu la prescription, que ça ne se fasse pas n'importe comment. Mais après, diaboliser les antibiotiques, je rappelle qu'avec l'amélioration de l'hygiène, les vaccins, l'antibiothérapie a été, pour moi, la cause la plus importante. Alors, peut-être vont dire, bon, c'est triste parce qu'il y en a qui ne veulent pas qu'on soit nombreux sur Terre, mais c'est les antibiotiques qui ont permis l'explosion de la population sur Terre. Il ne faut pas oublier qu'au XIXe siècle, les taux de mortalité étaient comparables au paléolithique. Les gens l'ont oublié. Ceux qui sont maintenant anti-vaccinaux, antibiotiques, anti-tout, je suis désolé, il n'y a pas que l'antibiotique, il y a aussi les mesures d'hygiène, d'isolement des malades. Pour la tuberculose, ça joue aussi un rôle majeur. Mais les antibiotiques et les vaccins ont fait faire des progrès phénoménaux. Et donc voilà, sur les antibiotiques, ce que je déplore, c'est que comme ça doit être prescrit pour ne pas sélectionner de résistance, quand c'est la politique actuelle, on dit aux médecins d'en prescrire le moins possible, sur des durées les plus courtes possibles. Pour l'industrie, ce n'est pas un marché très porteur. Donc, ils n'investissent plus beaucoup dans des nouveaux antibiotiques. Moi, quand j'étais jeune assistant, il n'y avait pas... chaque année, il y avait au moins 4 nouveaux antibiotiques qui étaient en développement, qu'on nous présentait dans les congrès. Maintenant, quand il y a un nouvel antibiotique de temps en temps, on est un peu surpris parce qu'ils ont supprimé finalement la recherche dans ce domaine. Alors, professeur Perron, on en vient maintenant à cette actualité et cette lettre orale qui a fait grand bruit sur les réseaux sociaux. D'abord, vous revenez dans cette adresse aux Français sur votre CV. Bon, vous en parliez il y a un instant. Justement, on va le rappeler, vous êtes l'un des plus grands spécialistes mondiaux en termes de virologie et de vaccination. Pourquoi est-ce qu'on vous renie ce titre ? Ça m'a fait rire parce que j'ai jamais dit que j'étais vice-président. C'est une petite blague, mais j'ai jamais dit que j'étais vice-président de l'OMS. J'ai toujours dit que j'étais vice-président du groupe d'experts pour les vaccins pour l'Europe à l'OMS. Et je me souviens, je crois que c'est l'agence Reuters avec leurs fact-checkers qui avait dit péronnement, on a vérifié auprès de l'OMS, il n'a jamais été vice-président de l'OMS, mais j'avais jamais revendiqué ça. D'abord, il n'y a pas à l'OMS, c'est pas un président, c'est un directeur général qui a des directeurs adjoints. Mais alors peut-être que des gens sur Internet ont dit Perron est vice-président à l'OMS, mais ça, c'était pas moi. Et comme je sais qu'Astrid Stugelberger en Suisse récemment, Reuters a dit qu'elle n'a jamais travaillé à l'OMS, alors que c'est pas vrai. Elle a eu des contrats, elle a travaillé avec l'Université de Genève et l'OMS pendant des années. Voilà, on essaye de nous faire croire qu'on... Alors justement, c'est l'occasion de lever tous les malentendus. Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre parcours ? Mon parcours, moi j'ai fait ma formation de maladies infectieuses. Et après, j'ai été nommé professeur. Quelques mots. Hein. C'était en fin 1994 à Garches, dans un hôpital universitaire qui dépend de l'assistance publique hôpitaux de Paris. J'étais chef de service pendant 26 ans avant que ce cher Martin Hirsch me radie 3 mois. Oui, qu'on salue parce qu'il nous a attaqué deux fois il a perdu. Et c'était 3 mois avant que je rentre spontanément ma chefferie, parce que comme je prenais ma retraite l'année d'après, c'était prévu. J'avais dit, je ne vais pas refaire un dossier épais comme ça pour un renouvellement de chefferie pour 5 ans. J'en avais ras-le-bol. J'avais dit à mon successeur, écoute, moi, je te laisse la chefferie, et bonne chance. Et j'avais décidé d'arrêter. Donc, il le savait très bien, parce qu'il y avait eu des écrits avec l'assistance publique comme quoi j'arrêtais. Donc, c'était un coup de pub. Parce que quand il ne pouvait pas me radier, il n'avait pas la compétence pour me radier. Je n'ai jamais été radié, d'ailleurs. Parce qu'après, les gens disent, oui, Perron a été radié. Non, je n'ai pas été radié. Je suis toujours médecin. Le Conseil de l'Ordre m'a donné entièrement raison, m'a blanchi, avait même dit dans son verdict que j'avais non seulement le droit d'exprimer un avis divergent, j'en avais même l'obligation, vu mon CV. Vous pouvez toujours prescrire et faire des ordonnances. Oui, mais je n'ai plus de consultation publique. Donc voilà, j'ai eu ce parcours de chef de service. Et en fait, pendant une quinzaine d'années, j'ai été coopté, bon, c'est un peu les hasards de l'histoire,
pour entrer dans des instances officielles. Au début, c'était le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, qui est devenu le Haut Conseil de la santé publique. Bon, c'est des termes un peu compliqués. Mais j'ai présidé des commissions sur les maladies transmissibles qui étaient chargées de conseiller les gouvernements pour faire des recommandations, la gestion des maladies infectieuses, des épidémies, des crises sanitaires, des vaccins. J'ai présidé le comité technique des vaccinations. Tout ça pour la France. J'étais président de groupe de travail à l'Agence du médicament sur les antibiotiques notamment. C'est pour ça que quand j'ai vu Véran qui a dit c'est interdit de donner un antibiotique dans le Covid, alors que c'était une pneumonie, moi qui ai présidé le groupe de travail de l'Agence du médicament, c'est obligatoire pour un médecin, tout médecin, même généraliste, de donner un antibiotique dans une pneumonie, parce qu'une pneumonie, on ne peut jamais avoir la certitude de la cause. Même les tests PCR ne sont pas fiables, ils peuvent être faussement négatifs, faussement positifs. Donc, c'était une hérésie médicale d'interdire à des médecins de donner un antibiotique. Je ne parle même pas de l'hydroxychloroquine, je parle même de l'azithromycine, d'un autre antibiotique. C'est-à-dire quand on a un ministre de la Santé qui n'est même pas au courant des recommandations de bonnes pratiques dans les infections respiratoires, là aussi j'ai dit au secours, quoi. Donc voilà, j'ai présidé et tout ça, vous pouvez le vérifier. J'ai présidé des groupes de travail à l'Agence du médicament dans différentes instances. J'étais président du collège des professeurs de maladies infectieuses. Tous mes collègues m'adoraient. J'étais président du Conseil national des universités. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est un conseil qui est chargé un petit peu de faire la prospective sur la discipline au niveau des universités. Mais aussi, en tant que président, j'étais président du jury qui nommait les professeurs de maladies infectieuses. Donc tous ceux là, quelquefois, maintenant, qui me critiquent. Justement, parmi tous les experts de plateau qu'on connaît si bien, est-ce qu'il y en a un qui vous arrive à la cheville? Bon, je ne veux pas dire ça, mais en tout cas, moi, pour beaucoup, c'est moi qui les ai nommés professeurs. Quelquefois après, je me dis, bon, tu as peut-être fait des bêtises, mais c'est comme ça. Bon, c'était des gens quand même intelligents, qui avaient pour beaucoup quand même un bon CV. Mais après, je n'arrive pas à comprendre comment ils ont pu tomber dans cette manipulation. Voilà, donc moi, c'est ça qui les ennuie là en lieu, parce que je les connais tous. J'ai fréquenté plein de ministres, leur cabinet, leurs conseillers pendant des années. Même quand il y avait la grippe H1N1, c'était le Premier ministre de l'époque. Je crois que c'était, je ne sais plus parce que ça change beaucoup, mais il y avait Lelouch qui était aux Affaires étrangères. Je crois que ça devait être Fillon qui devait être Premier ministre. J'avais été envoyé en mission officielle en Ukraine, en Moldavie. Oui, et puis même avant, j'avais été envoyé aussi en mission en Irak entre les deux guerres du Golfe c'était à l'époque le gouvernement de Chirac. Donc, moi, les politiciens avaient ma confiance. Souvent, c'est le ministère qui m'a envoyé à la télé. Moi, j'étais copain avec tous les journalistes depuis 20 ans. J'ai fait je ne sais pas combien de plateaux sur le journal. Aujourd'hui, vous êtes blacklisté des chaînes de télé. Oui, ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Ça s'appelait encore le Conseil supérieur de l'audiovisuel en 2020, puis ça a changé, c'est devenu l'ARCOM. Et, le feu aux poudres, c'est quand j'avais été aux Grandes Gueules fin août 2020. Quelques temps après, ils ont fait un communiqué de presse en disant à toutes les télés, il ne fallait plus m'inviter ou alors me mettre des contradicteurs en face. Mais même quand ils m'ont mis des contradicteurs en face, il y a une chaîne de télé, je ne sais plus laquelle, qui a eu une grosse amende pour m'avoir invité. Donc maintenant, on met des amendes pour inviter quelqu'un qui a un énorme CV, qui a conseillé des ministres pendant des années, parce que j'ai un avis divergent de ce que raconte le gouvernement actuel. Non, mais c'est hallucinant quand même. Et maintenant, j'ai encore des copains journalistes, ils me disent, bah ouais, on a des consignes, on ne peut pas le dire publiquement, mais on a hors de ne pas t'inviter, puis on est désolé parce qu'on aimerait bien. C'est comme ça. Donc, après, je m'en fous. Je continue et je passe sur tous les autres médias. Donc, grâce à vous, grâce à des médias alternatifs, je continue tout le temps à parler. C'est pour ça qu'ils voudraient censurer, d'ailleurs, tous les médias alternatifs. Ouais. Et ça m'avait impressionné. Quand j'avais été invité, c'était il y a presque 2 ans, je ne sais plus la date exacte, au Parlement de Strasbourg, il y avait les députés européens qui luttent. Vous faites des audiences colossales, d'ailleurs on dit médias alternatifs, mais on rivalise parfaitement maintenant avec les médias mainstream, parce que les chaînes info... Vous avez plus d'audience souvent. Et quand j'étais au Parlement de Strasbourg, je devais faire ma conférence le soir. Et dans l'après-midi, comme je tournais un peu en rond dans le Parlement, j'avais été par hasard dans une salle où il parlait... Alors c'était présidé par Raphaël Glucksmann. Il y avait 2 mecs, 2 Américains qui étaient en Zoom, là. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient là, mais c'est presque eux qui pilotaient la réunion depuis les États-Unis, alors que c'était le Parlement européen.
Il y avait, comment elle s'appelle, je crois qu'il y avait Nathalie Loiseau qui était assise devant moi. Ce grand cerveau, oui. Et il y avait beaucoup c'était pas la séance plénière, mais il y avait quand même beaucoup de députés européens. Et là, j'ai halluciné parce qu'ils ont fait un discours. Oh là, c'est très dangereux actuellement sur les réseaux sociaux, dans les médias alternatifs. Il y a beaucoup de fausses nouvelles sur la santé, sur la guerre en Ukraine, sur je sais pas quoi. Il est urgent de censurer tout ça. Alors, c'est ce que j'ai adoré. C'était soi-disant pour protéger nos démocraties, protéger nos libertés. Et alors, on voit et puis d'ailleurs, la semaine d'après, Macron a supprimé Rumble en France parce que c'était une chaîne russe qui pourtant diffusait beaucoup d'informations très, très loyales et indépendantes. Et maintenant, il voudrait vraiment tout supprimer. Moi, sur YouTube, quelquefois, j'ai pas tenu une journée quand il voyait Perron. Ah, on prend des risques, hein, mais bon. Bah, c'est comme ça. De toute façon, maintenant, il y a les autres chaînes. Et heureusement, il y a X. D'autres plateformes, oui. X qui est beaucoup moins censuré, etc. Donc, et là, on voit ce qui se passe entre la guerre entre Elon Musk et le président brésilien. Là, c'est une guerre ce bras de fer. C'est une guerre pour le contrôle de l'information parce que ils sont fous furieux parce qu'ils arrivent à contrôler les torchons de papier, ils arrivent à contrôler les chaînes nationales, mais n'arrivent pas à contrôler la liberté de parole qui fait le tour du monde. Et ça les embête beaucoup. D'autant plus que moi, comme je parle bien anglais, j'étais invité là récemment au Sénat américain. Ce que j'ai dit au Sénat, on est une vingtaine d'invités dans le monde entier. Moi, j'étais le seul Français, mais ça a fait le tour du monde. C'était diffusé en direct du Sénat américain. C'était en anglais, alors les Français n'ont pas toujours bien suivi, mais j'avais quand même fait un petit résumé en rentrant sur 2 pages que j'avais diffusé publiquement pour raconter ce qui s'était passé. Donc, ils n'arrivent plus à contrôler parce que ça part dans tous les pays. Puis maintenant, les médias principaux, notamment en Allemagne, encore un peu moins en Angleterre, qui commencent à s'y mettre, là, je pense qu'ils ont franchement la trouille. Hein. Parce que quelquefois, on me demande t'as pas peur? Je dis non, j'ai pas peur, c'est eux qui ont peur. Vous n'avez pas peur. D'ailleurs, vous n'avez vraiment pas peur, on peut le voir, puisque on va parler de cette lettre qui fait tant de bruit à présent, sur les réseaux sociaux notamment. Vous dites explicitement dans cette lettre que l'OMS, je vous cite, n'est plus ce qu'elle était et qu'elle est, je cite, contrôlée par les intérêts privés. Alors d'abord, comment vous en êtes arrivé à ce constat, Christian Perron? Moi, quand on m'a coopté pour rentrer à l'OMS, j'étais très fier, parce que pour moi, l'OMS, c'était une très belle institution qui avait... On rappelle l'Organisation mondiale de la santé. L'Organisation mondiale de la santé a été créée après la Deuxième Guerre mondiale autour de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Ils ont créé plusieurs agences, l'OMS pour la santé, l'UNESCO pour la culture, non, là c'était l'enfance, je sais pas, il y en a eu plusieurs comme ça. Et au départ, c'était une espèce d'institution publique, multinationale, au service de la santé publique des peuples, et c'était financé par des cotisations de chaque pays membre. Mais comme l'OMS, je sais qu'il y a beaucoup de pays qui ne payaient pas trop, ils étaient un peu en faillite parce qu'ils avaient engagé beaucoup d'actions dans le monde, ils n'avaient pas toujours les ronds. Ils ont été contents de faire appel, ou c'est l'industrie qui est venue leur proposer de l'aide. Donc ça fait plus de 20 ans que l'industrie pharmaceutique, tous les grands labos, cotisent beaucoup à l'OMS. Donc l'OMS, ils étaient ravis, ils avaient des sous pour fonctionner. Et puis alors... le plus gros financeur de l'OMS maintenant, c'est que c'est la fondation Bill et Melinda Gates. Alors, quand on voit juste la fondation, ils ne sont pas en premier, mais si on ajoute la fondation plus Gavi, qui est l'Alliance mondiale pour les vaccins, qui dépend totalement de Bill Gates, quand on ajoute les deux, c'est Bill Gates qui est le premier financeur. Et c'est énorme, je ne sais plus le chiffre exact, mais c'est colossal. Et moi, j'ai bien vu, comme j'étais d'abord membre, après vice-président dans ces groupes, j'ai bien vu la colonisation des gens de la fondation Gates, qui au début ils étaient 1 ou 2, après ils étaient une dizaine, et puis les PDG de la fondation Gavi qui venaient faire des conférences mondiales devant tous les partenaires de l'OMS à Genève. Et puis j'ai vu le lobbying de tous les dirigeants de l'industrie pharmaceutique dans les couloirs de l'OMS. Ils assistent à toutes les réunions, ils sont au courant de tout. Vous avez vu des cas de corruption, de conflit d'intérêts? J'ai pas vu, mais j'ai eu des... Cours de votre parcours. Ouais, j'ai déjà raconté, mais c'était rigolo. Une fois, j'étais dans le couloir, c'était au moment de l'affaire Cahuzac. Cahuzac, c'est ce député français médecin. Alors, c'était reconnu, parce qu'il a même été en prison ou inculpé pour ça. Il touchait beaucoup d'argent des laboratoires pharmaceutiques pour faire avancer les dossiers très rapidement en haut lieu. Il y avait un gars qui était un des dirigeants d'un grand laboratoire fabricant de vaccins,
qui à Genève, dans le couloir, à la pause café, me dit « Ah, monsieur Perron, vous savez, l'affaire Cahuzac, c'est une tuile pour nous, hein, parce qu'il nous coûtait cher, mais grâce à lui, au moins, nos dossiers avançaient rapidement. » Il me dit ça comme ça, sans complexe, à la pause café, quoi. Et là, j'ai vu que tout ce milieu était pourri, quoi. Et un jour, il y avait le PDG de la Fondation Gates qui était là, en séance plénière à Genève, hein, devant le directeur général de l'OMS de l'époque. Il présente un diaporama, c'est super, grâce à Bill, regardez, des millions de petits Africains vaccinés, on sauve la planète. Puis après, il y avait un petit gars français d'une ONG qui passait après et qui a montré un diaporama. Il a dit « Monsieur, merci beaucoup pour ce que vous faites pour l'Afrique, mais regardez où sont vos vaccins. » Et là, il montrait des hangars sous l'atoll ondulé. Alors, on imagine au soleil, en Afrique subsaharienne, des caisses qui étaient là depuis des mois, à proximité des aéroports, qui n'avaient jamais été distribués. Et normalement, un vaccin, quand il arrive à l'aéroport, il doit suivre la chaîne du froid, est à moins 4 degrés, jusqu'au village où il va être injecté. Donc, c'est évident que... Alors, le gars, il est devenu tout vert. Moi, j'étais dans la salle, j'étais un peu horrifié. Puis, alors, l'année d'après, il est revenu, mais ça y est, avec Bill, on a investi dans la chaîne du froid. Ils avaient investi quelques dizaines de milliers de dollars. C'était pas très significatif, quoi. Mais, et là, j'ai vu comment tout ça fonctionnait. C'était pas clair, quoi. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, d'après vous, pour lutter, justement la première chose, c'est de nationaliser les laboratoires pharmaceutiques. Il n'y a pas à tortiller. Maintenant, autant les labos, bon, il y avait sûrement un peu de corruption, tout ça, il y a 30 ans. Mais ça n'avait rien à voir avec ce qui est aujourd'hui. Redis-nous, pardon, pour bien comprendre. Pour vous, ce qu'il faut faire ? Nationaliser les laboratoires pharmaceutiques. Ah bah oui, parce que là, ils ne jouent plus du tout le jeu de la santé publique. Ils ne jouent plus que le jeu de leurs actionnaire. Je l'ai vu, mais j'ai discuté avec des PDG de labos. Je leur demandais d'aider à financer des choses qui n'étaient pas... où ils n'allaient pas forcément avoir un retour sur investissement immédiat. On m'a dit, ben non, de toute façon, j'ai connu des anciens PDG, parce qu'avant, en France, il y avait plein de petits labos français. Il y avait Ron Poulin qui était déjà très gros, mais il y avait des labos plus petits, des labos familiaux. Ils ont tous été bouffés, rachetés. Et maintenant, il n'y a plus que 2, 3 ou 4 maximum grands labos, parce qu'ils ont été rachetés par tous ces fonds de pension américains, etc. Et moi, autant les PDG d'il y a 30 ans, quelquefois, ils acceptaient de financer comme ça par... Tiens, oui, c'est un projet qui est intéressant, je vais mettre un peu d'argent pour voir, c'est sympa. Maintenant, c'est impossible. Les gars, ils doivent référer ce qu'ils appellent le corporate. Alors, le corporate, c'est le quartier général à Chicago, à New York. Et ils décident, non, ça n'a aucun intérêt. La seule chose qu'ils voient, c'est quel va être le cours de l'action du laboratoire en bourse à Wall Street dans 3 mois. Le reste, ils n'en ont rien à cirer. Et moi, ça m'a énormément choqué. Alors, je ne suis pas contre l'industrie en tant qu'industrie, parce qu'il faut aussi reconnaître qu'ils ont apporté beaucoup de médicaments super intéressants. Et ils ont fait dans les choses modernes. Par exemple, le médicament de l'hépatite C, c'était une révolution. Avant, on ne pouvait pas guérir l'hépatite C, maintenant on peut en guérir. Donc, il y a des choses très bonnes qui sont faites par les laboratoires. Mais malheureusement, une grosse partie de leur marché, ce n'est pas pour faire des choses très bonnes, pour servir aux gens, c'est pour vendre à tout prix des molécules qui ne sont pas forcément super efficaces. Et c'est les grands journaux eux-mêmes qui le disent, les rédacteurs en chef qui disent bon, beaucoup de nos études sont truquées pour avoir des autorisations de mise sur le marché. Et puis, souvent, ils cachent un peu les effets secondaires. Alors, après, de temps en temps, ça pète. Il y a eu le Mediator, il y a eu le Vioxx, il y a quand même des laboratoires, je crois que c'est Pfizer qui a eu je ne sais pas combien de milliards de pénalités, d'amendes pour avoir fait des trucs pas très clairs. Et tout ça, c'est public, hein, c'est pas moi qui l'invente. Donc ce milieu est malsain. Et moi, autant j'ai beaucoup de respect pour des médecins de l'industrie pharmaceutique qui étaient des gens très très bien. Et moi j'ai gardé des copains dans l'industrie, mais ils me le disent en douce. Hein. Mais ils veulent pas. Ils disent moi, si je parle, je perds mon boulot. Et voilà. Hein, Comment vous expliquez justement cette dérive de l'OMS, dont d'ailleurs j'aimerais que vous rappeliez un peu le rôle, hein, parce qu'à la base c'était quand même un rôle noble. L'OMS, c'était d'un peu de coordonner les actions de santé publique. C'est par grande région. Alors, l'Europe, comme je disais, qui va jusqu'à Vladivostok, il y a l'Afrique, le Moyen-Orient, il y a l'Asie, il y a l'Amérique, PAO, c'est toute l'Amérique du Nord et du Sud. Donc ça sert à ça. Et coordonner par exemple des campagnes de vaccination, avec d'énormes pouvoirs. d'élimination de
ils n'ont pas éliminé, mais le contrôle du paludisme, de contrôler la tuberculose, d'éliminer des parasitoses comme la filariose. Alors les filaires, quand on a dit que l'ivermectine, les fact-checkers ont dit que c'était un produit très dangereux vétérinaire, ça fait des décennies que c'est commercialisé chez l'homme, complètement autorisé, et qu'il y a des centaines de millions, si ce n'est pas des milliards d'individus qu'on a mangé dans le monde pour éliminer des filaires. Donc, d'un seul coup, on nous a dit, oh là, c'est quoi des filaires? Les filaires, c'est un petit parasite. C'est filaire parce que c'est une forme un peu filamenteuse. Alors, il y en a des toutes petites micro-filaires dans le sang. Il y avait des filaires qui pouvaient faire presque 1 mètre de long dans les jambes, selon les situations. Voilà, c'est des parasites. Et donc, l'OMS coordonnait un petit peu tout ça. Et maintenant, beaucoup s'occupent de la politique vaccinale. Mais depuis que c'est sous le contrôle de Bill Gates, c'est un peu orienté vraiment vers le marché du vaccin et plus forcément complètement pour la santé publique. Je le déplore. Voilà, donc alors, ma vidéo où j'ai alors voilà, on va y venir. J'ai fait un appel un peu aux Français et éventuellement aux autres, parce que ça a fait un peu le tour du monde, c'était traduit. L'OMS a un projet de traité. Voilà, de traité de pandémie qui est en cours d'adoption. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le contenu de ce traité? Alors, déjà, il faut savoir que l'OMS a changé ses critères de définition d'une pandémie. C'était après la grippe H1N1, parce que avant, une pandémie, ça veut dire c'est en grec, ça veut dire généralisé. C'est-à-dire que c'est une épidémie qui s'est généralisée au monde entier. C'est ça la définition d'une pandémie. Et normalement, pour qu'une pandémie soit prise en compte par les autorités de santé, il faut qu'il y ait des morts. Parce que si c'est une pandémie de rhume, on s'en fout. C'est bon. Donc, normalement, une pandémie, c'est une maladie infectieuse très grave qui touche tous les continents. Il y a beaucoup de morts. Il faut prendre des mesures d'urgence pour la contrôler. Ça paraît normal. Mais alors, comme ça les arrangeait plus trop d'être obligés d'avoir des morts, ils ont changé la définition. Le directeur de l'OMS peut déclarer une pandémie même avec 0 mort. Donc s'il y a, je ne sais pas moi, un virus sur l'écureuil de la Slovénie, le directeur de la santé, ce virus est très dangereux pour l'homme, il y a un expert qui a publié là-dessus, il peut prendre des décisions sur le monde entier. Alors si ce traité est adopté, ce que j'espère ne sera pas, mais ils ont essayé de faire passer l'année dernière, mais ils ont changé le mode de vote, parce qu'avant, je crois qu'il fallait la majorité des 2 tiers. Moi, je ne suis pas très sûr des modalités de vote, mais enfin, là, j'ai appris que maintenant, c'était la majorité. Donc oui, dites-nous le risque que ça présente. Non, mais ça va être à la majorité simple, donc ça risque de passer, là, c'est entre le 27 mai et le 1er juin à Genève. Si ça passe, le directeur général, alors après, ça doit être ratifié par les pays, mais le directeur général de l'OMS aura autorité sur tous les pays du monde, au-dessus des gouvernements, au-dessus des parlements. Ils ne seront même plus consultés. Pour dire, il y a un virus très dangereux à tel endroit du monde, il y a 0 mort, mais je suis obligé de fermer toutes les frontières, je suis obligé de vous confiner. Comme il y a un gars qui va sortir de son laboratoire, c'est génial, justement, on a mis au point un nouveau vaccin absolument génial qui n'est même pas expertisé depuis 3 mois. Et là, ils pourront l'imposer? Ils pourront l'imposer de façon obligatoire, on n'aura plus à protester. En plus, Bill Gates s'est prononcé récemment pour dire que pour le Covid, ça avait été beaucoup trop long, le temps d'arriver sur le marché du vaccin, qu'il fallait le raccourcir. Alors déjà, c'était fait en 6 mois au lieu de 10 ans. Maintenant, il veut faire ça en 3 mois, quoi. C'est assez hallucinant. Et Macron dit, c'est pas moi. Donc c'est un risque pour la démocratie, c'est ça que vous dites? Complètement. C'est-à-dire que du jour au lendemain, la police pourra venir pour vous injecter de force un produit, vous empêcher de sortir de chez vous. Ils ont déjà fait un premier essai avec le Covid. Mais je pense que du coup, après cette expérience du Covid qui a traumatisé tout le monde, les gens vont être moins naïfs. Je ne suis pas sûr que ça soit accepté comme ça. Alors, je sais que la France, parce que tous les États membres de l'OMS devaient rendre leur copie avant le 24 mai, donc quelques jours avant le scrutin, pour donner leurs dernières observations sur le texte final. Et je sais que la France et d'autres pays européens ont mandaté l'Union européenne. Donc, je ne sais pas si c'est Ursula ou quelqu'un d'autre, mais enfin, c'est Ursula qui va négocier avec Tedros. Alors, il y a quelques pays qui ont résisté. Je crois que l'Italie a gardé son indépendance et ne négocie. Et moi, je me demande même si les députés français, européens ou nationaux l'ont lu. Non, parce que moi, dans mon appel, j'ai dit, nous, on se bouge tous, mais j'ai dit un peu aux Français, maintenant, bougez-vous les fesses, c'est urgent. Écrivez à vos députés, allez voir les journalistes, allez voir les sénateurs, allez voir vos maires pour leur parler de ça.
Donc ils protestent. Comment vous expliquez que personne ne parle justement de ce sujet majeur, ni dans les médias, ni dans le monde politique? Moi, j'ai des gens de ma famille ou des amis qui m'ont dit, quand j'en ai parlé autour de moi, on m'a dit que c'était une théorie complotiste, que c'était n'importe quoi. Alors que ça va être au vote à l'OMS, c'est pas du tout complotiste. Mais comme les médias n'en parlent pas, parce qu'évidemment, les médias de grand chemin, ils sont aux ordres, ils vont pas parler de ça pour pas affoler les gens. Donc c'est silence radio, on essaie de faire passer ça en catimini. Mais les gens, ils le voient pas à la télé à 20h, donc ils disent, c'est pas vrai. Et si c'est vrai, c'est très grave, on est en train de supprimer toutes nos libertés. Et c'est pour ça que j'ai alerté. Alors, malheureusement, il y a même des députés qui n'étaient même pas au courant de ce qui se passait. On sait que l'OMS vise à faire disparaître les nations. Ce n'est pas l'OMS, c'est le projet de nouvel ordre mondial. Mais c'est le but le plus ils large cachent pas, des organisations internationales. Attali et d'autres en ont parlé depuis longtemps, même Sarkozy. Sarkozy avait dit il y a quelques années, le nouvel ordre mondial viendra, personne ne pourra s'y opposer. C'est pas moi, c'est pas moi le complotiste qui le dit, c'était Sarko. Hein, bon. Mais moi où je suis optimiste, c'est que, d'ailleurs je l'avais dit à des journalistes il y a 3 ans. On sait encore qu'elles ont un avenir, les nations, vous? Oui, les États-nations, plus que jamais, parce que ce nouvel ordre mondial, tout le monde le voulait. Quoi, tout le monde, les élites là. Je lui ai dit, attendez, réfléchissez 2 minutes. Les Américains, ils veulent le nouvel ordre mondial, mais ils disent, nous, on est la première puissance du monde. Alors, ils ne sont plus la première puissance militaire, ils ne sont plus la première puissance commerciale, même s'ils continuent à le dire, mais c'est comme ça. En tout cas, on se considère les plus puissants. Donc, bien entendu, c'est nous qui dirigeons. Les Chinois disent, ça ne va pas la tête, nous, on est à plus d'1 milliard d'individus, on est les plus nombreux sur la Terre. Ce n'est pas vous, les Américains, qui allez nous diriger. Les Russes disent, attendez, ça ne va pas, les copains. Nous, on a la plus grande surface terrestre, les plus grandes richesses naturelles du monde, en gaz, en pétrole, en tous les métaux et tout. Je suis désolé, mais s'il y a un nouvel ordre mondial, les Russes doivent diriger. Non, mais, moi, je m'étais dit, ils vont se taper sur la figure, ils vont jamais arriver à se mettre d'accord, et c'est ce qui est en train de se passer. Quand on a vu la création des BRICS contre le dollar, tout ça, ça dérive. Il faut bien voir que ces histoires de BRICS, de dollars, ça vient de ça, de leur lutte pour le contrôle planétaire. Et que les Américains, maintenant, ils n'ont plus la première... Moi, j'étais à Washington il n'y a pas longtemps. Dans l'hôtel, il y avait un meeting un peu politique. J'étais écouté pour m'amuser en attendant. Et il y avait des politiciens américains qui disaient, maintenant, on est le pays le plus endetté au monde. Notre dette appartient à la Chine. Les États-Unis sont au bord de la ruine financière. On n'a plus les moyens d'entretenir notre armée. Qui était la première armée du monde. Hein. Et ça, c'était dit publiquement à Washington il y a 1 mois. Donc, ils peuvent jouer les gros bras, mais maintenant, ils n'y arrivent plus. Le dollar, en déconnectant le dollar de l'or avec l'histoire du pétrodollar du temps de la première crise du pétrole, ils avaient réussi à imposer le dollar dans le monde entier. Donc, ils pouvaient imprimer des billets comme ils voulaient, sans que ça fasse d'inflation aux États-Unis, mais ils pouvaient créer de la monnaie comme ils voulaient, être les plus riches de la planète. Maintenant, le dollar n'est plus utilisé dans beaucoup de transactions. Quand on voit que l'Arabie saoudite a quitté la zone dollar, maintenant il y a l'Inde, l'Amérique du Sud, certains pays d'Amérique du Sud, il y a l'Afrique du Sud. Là, on voit bien que les États-Unis sont très ennuyés dans cette histoire purement commerciale. Et donc, je ne crois absolument pas qu'il y a comme ça un pays qui va imposer un nouvel ordre mondial à tout le monde. Et malheureusement, ce que je crains, c'est qu'ils se tapent dessus, que j'espère, je prie le bon Dieu, qu'on ne va pas avoir une guerre nucléaire à cause de ces andouilles. Hein, parce que, mais en tout cas, je pense qu'ils vont droit dans le mur et qu'ils n'arriveront pas à faire ce nouvel ordre mondial. Ils commencent à s'en rendre compte d'ailleurs, mais ils sont inquiets. Christian Perron, vous expliquez que chaque pandémie, depuis 20 ans, elle est un prétexte pour la mise en place justement d'une gouvernance mondiale. Mais quand même, si je voulais un peu vous contredire là-dessus, est-ce que quand même ces pandémies, elles étaient bien réelles quand même? Oui, bien sûr, mais le SRAS, je pensais vraiment que c'était à l'époque, c'était pas le pangolin, c'était une civette qu'on vendait sur les marchés en Chine, qui est aussi une petite bestiole qui avait fricoté sans distanciation sociale avec une chauve-souris, c'est ce qu'on nous avait vendu. Mais quand j'ai appris récemment qu'Anthony Fauci avait déjà financé ce qu'on appelle de gain de fonction, c'est-à-dire qu'il finançait des laboratoires de virologie pour augmenter la virulence de virus d'origine animale, pour que ça puisse être virulent pour l'homme. C'est ça le gain de fonction. Hein. Bon, quand j'ai découvert que, comme par hasard, les financements étaient venus juste avant le premier SRAS,
Alors, après, moi, je ne peux pas juger s'il y a vraiment un lien de cause à effet, mais on peut se poser la question. Le H1N1, moi j'y ai cru à fond. En plus, j'étais un petit peu aux manettes à l'époque au ministère pour contrôler ça. Moi j'y ai cru à fond. Puis c'est vrai qu'on nous avait dit que Mexico était ville morte, qu'il y avait des morts partout. Même j'avais été envoyé en Ukraine, soi-disant que tous les soignants mouraient de pneumonie hémorragique. En fait, moi, quand je suis allé là-bas, j'ai rien vu. Puis j'ai été un peu manipulé par les Ukrainiens de l'époque. Après que la pandémie est partie comme elle est venue quelques mois après, a posteriori, j'ai commencé à avoir des doutes. Après, moi, j'ai aucune preuve pour ce virus-là. Il était peut-être naturel, mais il y avait quand même beaucoup d'éléments qui permettaient de se poser des questions. Là, pour le Covid, il n'y a aucune question, parce que c'était annoncé à l'avance. Il y avait la page de couverture du journal Vie économiste qui annonçait la pandémie de coronavirus en janvier 2019. Il y avait tous les événements de préparation. Il y en a eu plusieurs, mais le plus célèbre, c'était l'Event 201, organisé par Bill Gates au Johns Hopkins Institute, quelques semaines avant la pandémie, l'événement 201, où avec des représentants de l'armée américaine, des médias, des journalistes, des politiciens, des médecins, ils disaient, le monde va sûrement faire face à une grande pandémie de coronavirus bientôt. Alors, ils étaient très futés, parce que c'était quelques semaines après qu'il y avait Wuhan. En disant, et déjà il prévoyait, il va y avoir beaucoup d'infox qui vont circuler dans les réseaux sociaux, dans les médias, il faudra penser à contrôler, à censurer, etc. Ils avaient déjà pensé à tout. Et puis alors, quand on voit que les brevets des vaccins, du virus, même, parce que le SARS-CoV-2 était déposé dans des brevets avant la pandémie, des brevets sur les vaccins étaient avant la pandémie, ils avaient commandé les fioles avant, ils avaient même commencé à préparer des trucs avant la pandémie. Maintenant, c'est sorti, même si les médias n'en parlent pas, mais ils ne peuvent pas mentir éternellement. C'était déjà organisé, c'est évident. Donc, pourquoi d'un seul coup on diabolise la chloroquine alors que ça dérangeait personne depuis 50 ans parce qu'ils savaient que s'il y avait un traitement qui marchait, ils ne pouvaient pas fourguer leur camelote. Donc voilà, sur les pandémies précédentes, moi j'étais naïf à l'époque comme tout le monde, j'y ai cru. Maintenant, je commence à me poser des questions. Je n'ai pas de preuves formelles, mais là, en tout cas, sur l'histoire de Covid-19, de toute façon, maintenant, on a les preuves que le virus sortait d'un laboratoire, qu'il y a des insertions de séquences dans le virus qui ne sont pas naturelles. Il y a des plus grands scientifiques du monde qui... C'était Montagnier, finalement, qui a été réhabilité d'une certaine manière, non ? Bien sûr, oui. Et malheureusement, ils l'ont harcelé, le pauvre. Moi, j'étais à son enterrement. C'était triste. Il y avait 3000 personnes au Père Lachaise. On n'en a pas beaucoup parlé. Ah non. Ah ben non, parce que c'était silence radio, il fallait le faire passer pour un fou qui avait pété les plombs, qui était un vieillard gâteux. C'était le message dans tous les médias. Il n'y a pas eu un mot pour sa mort, aucun hommage national, alors qu'il était prix Nobel quand même. Mais pour revenir à ce traité de pandémie qui est en projet que vous dénoncez, comment est-ce que les gens peuvent, à leur échelle, faire pour lutter contre ce traité ? C'est de mobiliser. Moi, c'est ce que je proposais pour secouer un peu que. C'est le but de cette vidéo, de cette lettre orale que vous avez faite. Chaque Français, tout le monde. Que chaque Français prenne rendez-vous avec son député, son maire, son sénateur, lui écrive, envoie des mails, organise la communication, fasse savoir autour d'eux. Ça peut devenir un enjeu pour les élections européennes, ce sujet. Je pense, oui. Alors après, où je suis un petit peu rassuré, c'est que depuis. J'ai vu que les États-Unis, ça commence à être une grosse crise et qu'il y a beaucoup de politiciens aux États-Unis qui ruent dans les brancards en disant on ne va pas aliéner notre souveraineté nationale à l'OMS. Il y a plusieurs pays européens, je n'ai plus les noms en tête parce que je n'ai pas révisé là, mais qui commencent à renacler fort. Et vous, la France Non, Macron, il est couché. Là. Il a déjà dit que c'était super. De toute façon, il est totalement la main dans la main avec Ursula von der Leyen et c'est terrible. Et Macron, il serait ravi pour pouvoir dire... C'est quoi le rôle de l'Union européenne là-dedans, justement ? On parlait d'Ursula von der Leyen. Un rôle fondamental ? Je sais pas, mais je sais que beaucoup d'États européens ont mandaté l'Union européenne pour les représenter dans ce traité de l'OMS. Ce qui n'est pas normal. Normalement, chaque pays devrait avoir son indépendance. Alors, je ne sais pas comment va se dérouler le vote, si les pays vont quand même voter chacun séparément, je n'ai pas le détail. Mais c'est quoi votre avis sur l'Union européenne d'ailleurs ? L'Union européenne, moi j'aimais beaucoup au début, j'aimais beaucoup d'ailleurs l'Union européenne de Charles de Gaulle, quand c'était une union un peu économique, rassembler les peuples après la guerre, l'amitié franco-allemande, tout ça. Mais de Gaulle avait toujours dit qu'il ne faut surtout pas faire entrer l'Angleterre dans l'Union européenne.
De Gaulle était trahi par Pompidou, qui venait de la banque Rothschild, il faut rappeler, puis après par Giscard et les autres, qui ont imposé la dette. Que la dette, c'est une fabrication des grands banquiers pour nous racketter. La dette, c'est artificiel. Hein, et Pompidou s'est empressé de faire rentrer la Grande-Bretagne, qui a fait rentrer tous les pays d'Europe. Allez, venez, rentrez tout. Puis quand c'était le bordel total en Europe, la Grande-Bretagne s'est cassée en disant, bon, ça y est, on a accompli notre mission. On a bien affaibli l'Union européenne parce qu'en fait, il n'y a pas de direction politique. Et l'Union européenne est tombée dans les mains de consortiums financiers. Et Ursula, elle incarne quelque chose dans l'Europe qui n'est pas normal. Elle n'a aucun mandat. Bon, elle a été élue par le Parlement, mais elle n'est pas élue par les peuples. Elle est élue par un peu copinage avec certains chefs d'État européens. Et Ursula s'est octroyé des droits qu'elle n'a pas. Elle n'a aucune compétence normalement en termes de santé. Pourtant, elle a fait des SMS pour commander pour des milliards de pseudo-vaccins. Elle n'a aucune compétence dans le domaine militaire. Pourtant, elle envoie des milliards à l'Ukraine. On découvre des affaires avec son mari, c'est pas clair. Oui, là, tout ça n'est pas clair. Donc, cette Europe-là, elle est effrayante parce que quand on voit que les lobbies à Bruxelles veulent détruire nos agriculteurs, veulent... Donc vous êtes pour le Frexit, vous, non? Frexit, je pense que les Français, au fond d'eux-mêmes, ils ne sont pas trop pour le Frexit. Moi, j'étais pour l'euro, tout ça, je trouvais que c'était un progrès. Après, il faudrait vraiment, alors, je ne sais pas comment on peut le faire, mais réformer de fond en comble l'Union européenne. En tout cas, virer tous les lobbyistes à Bruxelles. Les lobbyistes, c'est une plaie. Ils sont des milliers, ils ont des centaines d'agences autour du Parlement. Ils ont leur carte, ils peuvent rentrer tous les jours, aller dans le bureau des députés, glisser quelques billets dans la poche. L'Union européenne est totalement infiltrée par ça. Cette Europe-là, oui, il faut la foutre à la poubelle. Alors, je ne sais pas si ça doit passer par le Frexit et tout, mais il faut faire le ménage, hein, parce que il nous étrangle aujourd'hui. C'est qui le candidat ou le parti politique dont vous vous sentez le plus proche? Pour l'instant, malheureusement, je n'en vois pas, parce qu'il y a des candidats qui pourraient... Aux européennes, vous avez une petite idée quand même du parti ou du candidat pour lequel vous avez Pour voté? l'instant, il y a des candidats qui commencent Philippot, puisque aujourd'hui... Philippot, non, mais le problème, c'est qu'il a jamais vraiment percé dans les sondages, tout ça. Ah, il a essayé de faire une union des souverainistes, il n'y est pas arrivé. Je sais. C'est malheureux. Asselineau ne veut pas, Dupont-Aignan finalement ne se lance pas. Et puis les autres, il y en a aucun. Vous proposerez d'être sur une liste, vous l'accepteriez ou pas? Pour l'instant, je ne veux pas trop m'afficher politiquement, on verra, mais c'est très compliqué. Moi, je suis déçu d'ailleurs qu'il n'y ait pas de... Puis, le problème des partis politiques, c'est qu'ils sont aux ordres d'intérêts financiers, quoi. On ne peut pas maintenant être élu si on n'a pas des milliardaires derrière soi, parce qu'ils contrôlent les médias. Il suffit d'acheter des articles dans les grands journaux populaires pour démolir quelqu'un, pour sortir un soi-disant scandale, le costume de Fillon à la dernière minute, etc., puis pour le casser. Alors je pense que les costumes de Fillon coûtaient beaucoup moins cher que d'autres scandales. Je n'ai pas fait Fillon particulièrement, mais je veux dire, on voit bien que s'il n'y a pas des soutiens de lobbies internationaux très riches, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas percer. Puis on voit en plus dans le monde qu'il y a beaucoup d'élections falsifiées. J'avais entendu un jour un gars qui se vantait d'avoir participé au trucage de 30 élections dans le monde. Il en était très fier. Alors, je ne citerai pas de nom dit d'État pour ne pas avoir d'ennui, mais on sait tous que les élections, les machines à voter électroniques, c'est très facile à trafiquer, qu'on peut les piloter Vous savez qu'on va encore vous taxer de complotiste, là. Pourtant, il y avait des constats d'huissier même en France. Sur l'élection de Donald Trump, enfin, plutôt la défaite de Donald Trump la dernière, vous pensez que c'était magouillé, ça? Après, c'est pas moi, c'est la justice. Malheureusement, la justice américaine n'a pas fait son travail, elle a été étouffée. Vous pensez qu'il peut être élu, là, Donald Trump, s'il n'y a pas de trucage, justement? En tout cas, moi, qui suis allé aux États-Unis récemment en discutant avec des Américains, il a un succès populaire énorme. Il est ultra favori, quoi. Oui, d'après ce que je vois sur le terrain aux États-Unis. Après, Et vous le souhaitez ou pas? S'il est... Sur le Covid, ça n'avait pas Trump, été... il a un côté un peu primaire. Sur le Covid, il n'a pas été non plus très clair. Donc, je ne suis pas un fanatique de Trump, mais je dis entre Trump et Biden, je n'hésite pas, quoi. Et Trump a un côté un peu populiste, mais d'un autre côté, il dit qu'il veut lutter contre l'État profond. S'il est sincère, moi, je préfère ça qu'un Biden qui, visiblement, est une marionnette, parce qu'on voit quand il doit aller à une tribune, il y a un officier qui lui dit « Monsieur le Président, c'est pas vrai », qu'il le tient pour pas qu'il se casse la figure. Donc c'est évident que c'est pas lui qui dirige les États-Unis. Il a plus l'état cérébral pour le faire. Là.
c'est une marionnette, et puis il y a des gens qui dirigent derrière. Mais c'est un peu triste de voir quand même la plus grande puissance mondiale dans cet état, quoi. C'est affligeant. Hein. Christian Perron, on va arriver bientôt à la dernière partie de cette émission. Avec le recul, justement, on revient encore à ce terme. Est-ce que vous considérez que vous avez été réhabilité, que les faits vous ont donné raison aujourd'hui? Moi, je suis très fier parce que je suis sorti du bois, je dirais, en mars 2020, tout de suite. Hein, j'ai vu que ça tournait pas rond. J'avais déjà mon expérience sur la maladie de Lyme avant, qui m'avait permis de voir les manipulations dans les journaux scientifiques, comment manipuler les sociétés savantes, tout ça, les médecins. Donc, démarche, j'ai dit ça va pas. L'histoire des masques, alors, ça sert à rien, alors que c'est moi qui avais signé l'avis sur les masques pour le Haut Conseil de la Santé publique 10 ans avant, en disant comment gérer les stocks de masques. Jérôme Salomon avait fait tout détruire. Ils ont fermé la dernière usine de masques française 1 an avant la pandémie. Après l'histoire des traitements qui étaient interdits, après les PCR qui étaient faits n'importe comment pour faire des épidémies de cas chez des gens qui étaient en parfaite santé, avec des faux tests, après les soi-disant vaccins, quoi. Et dès fin 2020, quand il y a eu les campagnes vaccinales n'avaient pas commencé, j'ai retrouvé la lettre récemment, j'étais très fier de ce que j'avais écrit, j'avais tout écrit sur 2 pages. Pour dire, faut pas nous prendre, j'avais dit, pour des tomates ou du maïs transgénique. Quoi. Alors, vous savez ce que je vous propose, Christian Perron, puisqu'on arrive vraiment à la dernière partie de l'émission, après, et on vous remercie ce très long entretien que vous nous accordez déjà. On va basculer sur une autre plateforme qui s'appelle Player, donc réservée en exclusivité à nos abonnés. Donc, on remercie au passage ces abonnés de nous soutenir, puisque c'est, je le répète à chaque fois, uniquement grâce à eux, puisqu'on n'est pas du tout sponsorisé, qu'on peut vous proposer ces contenus exclusifs. Et puis, la particularité qu'on a en basculant sur cette plateforme, c'est qu'il n'y a aucune censure possible. Donc, on va pouvoir se libérer totalement. À tout de suite. Pour voir la suite de l'émission, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player depuis le lien en description sous cette vidéo.